Vous souhaitez créer des sites web professionnels, vous n'êtes pas développeur, mais souhaitez créer des sites robustes, évolutifs et bien référencés? Ce cours est fait pour vous. WordPress à l'origine est un simple outil pour créer des blogs, c'est maintenant la solution numéro 1 pour créer tout type de site, vitrine, e-commerce, collaboratif, magazine. C'est un outil tellement incontournable que plus de 40% de tous les sites web du monde reposent maintenant sur WordPress. Il s'agit tout simplement du moteur de site web le plus utilisé sur la planète. Je m'appelle Soufiane Sphinx, passionné de WordPress, et je suis très content d'être votre instructeur. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne, je poste un nouveau tutoriel chaque semaine. Dans ce cours, vous découvrirez ce qu'est exactement WordPress et comment il fonctionne. Surtout, nous construirons ensemble un site moderne pour une agence de web design que vous pouvez visiter sur sphinxtuto.com, lien dans la description. Êtes-vous prêt à prendre WordPress en main? Alors rejoignez-moi dans le premier chapitre. Après ce cours, vous saurez créer efficacement et rapidement des sites WordPress de qualité, le tout sans écrire une ligne de code. À la fin de ce cours, vous serez capable de mettre en ligne WordPress sur un hébergeur, prendre en main l'administration WordPress, configurer le thème et les extensions d'un site WordPress, personnaliser les contenus et le design d'un site WordPress, optimiser la configuration d'un site WordPress et son SEO. Vous aurez besoin d'aucun prérequis pour commencer ce cours. Outils nécessaires. WordPress. Un hébergement pour votre site. Je vous recommande l'un des deux meilleurs hébergeurs suivants. Lien dans la description. Découvrez WordPress. Vous avez certainement déjà dû entendre parler de WordPress, comme un outil pour créer des blogs. Mais WordPress est bien plus que cela. Penchons-nous en détail sur ce qu'est WordPress exactement. WordPress n'est pas, ou plus, une plateforme de création de blogs, c'est aujourd'hui une plateforme utilisée pour créer tout type de sites, de simples blogs jusqu'à des sites e-commerce, en passant par des solutions intranet, des applications web complexes et même des applications mobiles. Découvrez les notions de CMS et d'open source. Qu'est-ce qu'un CMS? CMS est l'abréviation de Content Management System, système de gestion de contenu. Selon Wikipédia, un CMS est une famille de logiciels destinés à la conception et à la mise à jour dynamique de sites web ou d'applications multimédia. En clair, c'est un outil qui va offrir une interface, que l'on espère simple, pour créer et gérer les contenus de son site internet, plutôt que de tout coder à la main. Que veut dire open source? La désignation open source, ou code source ouvert, s'applique aux logiciels, et s'étend maintenant aux œuvres de l'esprit, dont la licence respecte des critères précisément établis par l'Open Source Initiative, c'est-à-dire les possibilités de libre redistribution, d'accès au code source et de création de travaux dérivés. C'est une notion très importante qui explique en partie le succès de solutions comme WordPress. En clair, cela veut dire que tout le monde a accès au code de WordPress, peut proposer des contributions, peut proposer WordPress en téléchargement et créer des forks, déclinaisons, de WordPress. Le fait que WordPress soit open source lui a permis de développer une immense communauté, très active, ce qui est l'une de ses plus grandes forces aujourd'hui. Il existe des centaines de CMS dont une grande partie est open source, Joomla, PrestaShop, etc., mais WordPress se démarque du lot. C'est en effet, et de loin, la solution la plus populaire pour créer des sites internet. On peut même dire qu'il écrase complètement le marché. À vous de juger. WordPress propulse près de 40% des sites internet dans le monde, près d'un site sur 3. Plus de 500 sites WordPress sont créés chaque jour. 64% des sites utilisant un CMS tournent sur WordPress. WordPress possède plus de la moitié du marché des CMS. Surtout, le second CMS le plus utilisé, Joomla, ne détient qu'environ 20 fois moins de parts de marché que WordPress. Découvrez l'histoire et les atouts de WordPress. Pour expliquer un tel succès, je vous propose un petit peu d'histoire pour comprendre l'évolution et les principales caractéristiques de ce CMS. Au regard du World Wide Web, que nous côtoyons depuis environ 1991, WordPress est plutôt jeune. En 2003, Mike Little propose sur un forum de créer un fork, une déclinaison, d'un projet existant nommé B2-Kflog, et qui était sur le point d'être abandonné par ses développeurs. Il explique le concept qu'il a en tête, et ne tarde pas à être rejoint par un jeune étudiant nommé Matt Mullenweg. En 2003,
Matt publie la première version de WordPress qui sera très bien accueillie par la communauté. Cette première release apporte de nombreuses nouveautés et une interface d'administration simple pour la création d'articles de blog, posts, en anglais. L'interface de l'époque était très basique, comme vous pouvez le constater. La simplicité. La simplicité d'utilisation de WordPress est un facteur essentiel de son succès. Attention, cependant, si WordPress est en effet plus simple que la majorité des autres CMS du marché, Joomla, Drupal, etc., il nécessite plus d'efforts que les constructeurs de sites, site builders, grand public, comme Wix ou Squarespace. Mais cela en vaut largement la peine. En 2004, la version 1.2 voit le jour avec une fonctionnalité qui sera très importante pour la suite, les extensions, ou plugins, en anglais. En bref, c'est la possibilité pour n'importe qui de créer des extensions permettant d'ajouter des fonctionnalités à WordPress, et surtout de les partager avec la communauté. There is a plugin for that. Il y a une extension pour ça. Une extension WordPress, c'est donc du code qui peut être ajouté à WordPress pour ajouter des fonctionnalités spécifiques comme des formulaires de contact, des fonctionnalités e-commerce, des moyens de paiement, des intégrations sur les réseaux sociaux, etc. N'importe qui peut créer une extension WordPress et même la proposer sur la bibliothèque officielle wordpress.org. Elle sera alors disponible pour le plus grand nombre, sous réserve d'être validée par l'équipe de modération de wordpress.org. À l'heure où je rédige ce cours, on compte plus de 55 000 extensions gratuites sur wordpress.org, et des milliers d'extensions payantes réparties sur différentes boutiques et marketplaces. À tel point que, quel que soit le besoin rencontré, on trouve généralement un ou plusieurs plugins qui y répondent. À cette époque, 2004, le leader du marché des CMS était Movable Type, mais il décida de changer sa licence d'utilisation pour une version plus contraignante, à l'opposé des principes des licences open source. Cela lui valut la colère d'un grand nombre d'utilisateurs, dont beaucoup se tournèrent alors vers WordPress. La gratuité, la philosophie open source et la communauté. WordPress est toujours resté fidèle au principe de l'open source, et cela lui a permis de bénéficier d'innombrables contributions à son code ou à ses composants, thèmes, plugins, mais surtout de pouvoir s'appuyer sur une communauté passionnée partageant des valeurs communes. Et cela, ça n'a pas de prix. Pour prendre conscience de cela, il suffit de savoir qu'il y a eu 128 WordCamp, événements annuels de la communauté WordPress, organisés dans le monde en 2017, réunissant plus de 41 000 personnes ayant acheté leur ticket. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre au prochain WordCamp de votre région, Paris, Nice, Marseille, etc., et à rejoindre la communauté française WPFR. En 2005, la nouvelle version de WordPress introduit les pages, permettant ainsi de créer des sites classiques et non plus seulement des blogs. Les thèmes, qui permettent d'installer facilement un design sur son site WordPress, sur le même principe que les plugins. Et toujours en 2005, Automatic, la société créée par le fondateur de WordPress Matt Mullenweg, lance WordPress.com, une plateforme d'hébergement WordPress proposant une offre gratuite, et qui rencontrera un succès phénoménal. Initiez-vous au fonctionnement d'un site web. Maintenant que vous avez une meilleure idée de ce qu'est WordPress, j'imagine que vous avez hâte de rentrer dans le concret et de créer votre site. Promis, nous allons y arriver très vite. Cependant, il est important que vous compreniez le fonctionnement d'un site web auparavant. Comment fonctionne le web? Le web fonctionne sur le principe d'échange décentralisé entre un client, vous, en général, via votre navigateur web, et un serveur qui sert à servir des pages web, d'où son nom. Pour accéder à un site web, vous rentrez l'adresse d'un site web, connu URL dans votre navigateur. Par exemple, vous êtes actuellement sur l'URL de ma chaîne YouTube qui est le suivant. On peut décomposer l'URL en plusieurs parties. HTTP, c'est le nom du protocole de communication entre le client et le serveur. C'est le protocole le plus utilisé permettant d'afficher des pages web, c'est-à-dire de l'hypertexte, du texte et des liens vers d'autres pages web. Il en existe d'autres pour d'autres usages, comme FTP, pour File Transfer Protocol, que vous connaissez peut-être, et qui sert à transférer des fichiers bien sûr. YouTube.com est le nom de domaine du site web auquel on veut accéder. Le nom de domaine se loue auprès d'un registrar, fournisseur de noms de domaine, qu'on va expliquer plus en détail dans la suite. Le reste de l'URL est le chemin d'accès à la page spécifique, on parle ici de ma chaîne YouTube, que l'on veut afficher au sein du site youtube.com. À noter que l'on peut ajouter des paramètres au chemin d'accès après un point d'interrogation, par exemple.
Comment cela se passe-t-il techniquement? Votre navigateur va demander sur le réseau la localisation du site youtube.com. Le réseau va lui répondre sous la forme d'une IP, qui est en gros l'adresse du serveur sur le réseau, et va permettre à la requête d'être acheminée sur le serveur contenant le site web. Une fois la requête acheminée sur le serveur de YouTube, le serveur va regarder le chemin d'accès de la page demandée et la fournir au format HTML. Le navigateur va enfin interpréter le HTML fourni pour créer la page web telle que vous la voyez sur votre écran. Bref, pour disposer d'un site web en ligne, il vous faut donc un serveur et un nom de domaine. Rentrons donc un peu plus dans le détail de ces deux concepts. Qu'est-ce qu'un hébergement web? Pour fonctionner, tout site internet s'appuie donc sur un serveur. En général, on loue un serveur auprès d'un hébergeur, mais il est tout à fait possible de créer son propre serveur chez soi. Cela demande en revanche des compétences techniques qui vont largement au-delà de ce que l'on couvrira dans ce cours. Le serveur stocke les fichiers qui composent le site web et exécute le code contenu dans ces fichiers. Dans le cas de WordPress, il s'agit d'un CMS reposant principalement sur le langage PHP et sur une base de données MySQL. Le serveur exécute donc le code PHP de WordPress pour récupérer les informations nécessaires en base de données et générer la page au format HTML, lisible par votre navigateur web, Google Chrome, Mozilla Firefox, etc. Pour créer votre site WordPress, vous aurez donc besoin d'un hébergement PHP et MySQL. Deux solutions s'offrent à vous. Créer un environnement en local. L'idée est de simuler un serveur sur votre ordinateur grâce à des logiciels comme MAMP, ou encore, Local by Flywheel. C'est gratuit, mais cela demande un peu de configuration et votre site ne sera pas en ligne, il ne sera accessible que sur votre machine. Louer un serveur chez un hébergeur. En vérité, il s'agit souvent de louer un espace sur un serveur et non un serveur entier. Votre site pourra ainsi être accessible au public via Internet, mais ce n'est pas gratuit. Comptez quelques euros par mois pour un hébergement d'entrée de gamme. Je vous recommande le meilleur hébergeur actuel dans la description de la vidéo. Qu'est-ce qu'un nom de domaine? Une fois installé sur un serveur, vous souhaitez que le public puisse facilement accéder à votre site web. En effet, par défaut, un serveur n'est accessible sur Internet que via son adresse IP. Par exemple, pour Google, c'est 172.217.4.206. Moins simple à retenir que le nom de domaine google.com. Le nom de domaine se loue auprès de fournisseurs spécialisés appelés registrars, comme Gandhi.net. Cela coûte en général une dizaine d'euros par an, et il faut ensuite configurer ses DNS, Domain Name Server, pour faire pointer son domaine sur son serveur. Pas de panique, nous verrons cela ensemble dans la suite du cours. À noter aussi qu'un nom de domaine peut se décliner en plusieurs sous-domaines. Par exemple, blog.monsite.com, shop.monsite.com, www.monsite.com sont différents sous-domaines déclinés du nom de domaine monsite.com et pouvant pointer vers des sites différents. Vous pouvez créer autant de sous-domaines que vous souhaitez à partir d'un nom de domaine, et surtout, c'est gratuit. C'est la raison pour laquelle tous les fournisseurs de sites gratuits, WordPress.com, Wix.com, etc., permettent de créer gratuitement des sites sur un sous-domaine de leur domaine principal. Nous allons d'ailleurs travailler sur un sous-domaine gratuit dans la suite de ce cours, ce qui vous évitera d'acheter un nom de domaine. Si vous souhaitez en acheter un nom de domaine professionnel pour votre site, je vous recommande l'un des meilleurs dans la description de la vidéo. En résumé, une page web est un contenu HTML affiché dans un navigateur et fourni par un serveur selon le protocole HTTP. L'URL permet d'identifier sur le réseau le serveur à qui demander la page, et la page que l'on souhaite afficher. Dans le cas d'un site dynamique comme WordPress, la page HTML est générée par du code PHP faisant appel à une base de données. Après cette introduction théorique, passons à la pratique. Dans le chapitre suivant, nous verrons ensemble comment choisir son hébergeur et mettre son site WordPress en ligne. Choisissez votre hébergeur et mettez votre site WordPress en ligne. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, qui dit site web dit hébergeur web. Mais alors, comment le choisir parmi la multitude d'offres du marché? Il existe différents types d'hébergements adaptés à différents besoins. Hébergement mutualisé, shared hosting. Hébergement dédié, dedicated server. Hébergement managé, ou infogéré, virtual server. Avec un hébergement mutualisé,
vous louez une portion d'un serveur qui est partagé avec d'autres utilisateurs. C'est comme si vous payiez un loyer pour habiter un appartement. C'est en général la solution la plus économique et cela peut être suffisant pour beaucoup de projets. Comme un appartement, on peut l'avoir avec les services basiques comme l'email, WordPress installé, etc. En gros, les outils basiques qui vous permettent de gérer un site web vous-même. Mais il y a de nombreuses contraintes, vous avez un accès limité à la configuration du serveur, vous pouvez subir des effets de bruit de voisinage. Noisy Neighbor en anglais, par exemple, un site sur le même serveur que le vôtre utilise trop de ressources ou fait planter le serveur à la suite d'un hack, par exemple. Avec un hébergement managé, vous louez un certain niveau de performance et de disponibilité pour un site sans avoir à vous soucier de la partie serveur. Le prestataire s'occupe de tout pour vous et garantit le bon fonctionnement de votre site. C'est une solution idéale si vous n'êtes pas un expert en administration système et que vous souhaitez vous concentrer sur la gestion de votre site ou de votre business, sans avoir à vous soucier des aspects techniques. Le prix est en revanche un peu plus élevé que pour un hébergement mutualisé classique. Avec un hébergement dédié, vous louez un serveur entier. C'est évidemment plus cher, mais vous bénéficiez d'un contrôle total. En revanche, il faut avoir de très bonnes connaissances techniques pour s'en occuper, c'est généralement à vous de gérer la configuration initiale, d'intervenir en cas de problème, de gérer les mises à jour des composants comme PHP, etc. C'est donc généralement réservé à des experts. Il existe une multitude d'offres d'hébergement, comme Hostinger ou Bluehost pour ne citer que les plus connus. Pour la réalisation de notre site, nous vous proposons d'utiliser Hostinger, lien dans la description. Il s'agit du meilleur rapport qualité-prix. C'est une solution d'hébergement WordPress rapide et sécurisée, temps de disponibilité garantie de 99,99%, c'est-à-dire le risque que votre site tombe en panne est presque zéro. Outre le fait qu'il s'agit d'un hébergeur de qualité, les raisons de ce choix sont les suivantes. Avec Hostinger, vous disposez d'un site WordPress en ligne d'une façon très simple et facile. Contrairement à de nombreux hébergeurs, Hostinger vous offre un nom de domaine gratuit d'une valeur de 8,99 €. Si vous le souhaitez, vous pourrez publier 100 sites différents sur le même hébergement. Vous bénéficiez en plus du certificat SSL gratuit d'une valeur de 12 € sur tous vos sites hébergés, avec une base de données illimitée, un email professionnel gratuit par exemple, l'email suivant. Plutôt pratique lorsque vous commencez un nouveau projet. Votre site est rapide, sécurisé et sauvegardé tous les jours. Hostinger repose sur plusieurs data centers partout dans le monde. Il garantit par ailleurs la rapidité de votre site partout où vos utilisateurs y accèdent. Vous bénéficiez d'un support réactif et en français. Hostinger propose une interface de support via chat avec un temps de réponse moyen inférieur à 5 minutes. Dans la suite de notre cours, on va choisir le plan à 2,99 € par mois. Vous pourrez bénéficier de 7% de réduction en utilisant le code promo dans la description. Passons alors à la pratique. Déployez votre site WordPress. Pour commencer, cliquez sur le lien dans la description en bas de la vidéo. Vous serez redirigé vers la page suivante. Cliquez sur « Commencer ». Vous avez devant vous les différents plans que la plateforme propose. Votre choix va dépendre surtout du nombre de visiteurs que vous pouvez avoir sur votre site. Le plan WordPress Starter est bien suffisant pour commencer. Notez que vous pouvez à tout moment modifier votre plan si besoin. En cliquant sur « Commander », vous serez mené à choisir la période de votre abonnement. Vous pouvez remarquer que le prix diminue en augmentant le nombre de mois de l'hébergement. Très important. Aucun risque avec la garantie de remboursement de 30 jours. On va choisir 48 mois qui est la solution la plus économique. Puis se connecter avec l'une des façons suivantes. Sachez que vous pourrez utiliser ce même compte pour gérer plusieurs projets WordPress. Choisissez votre moyen de paiement, puis utilisez le coupon code dans la description de la vidéo. Celui-là va vous permettre de bénéficier d'une réduction de 7%. Puis validez votre commande en cliquant sur le bouton Payer. Une fois votre hébergement est payé, vous allez recevoir l'email suivant. Cliquez sur le bouton Accéder au panneau pour accéder au panneau.
Vous serez mené à choisir un nom de domaine gratuit, j'ai déjà choisi le mien. sphinxtuto.com. Notez que Hostinger vous offre plusieurs choix de domaines comme .fr ou .net etc. Après avoir choisi un nom de domaine, Hostinger va installer WordPress automatiquement sur votre espace avec tous les outils dont vous aurez besoin, puis vous serez redirigé sur l'espace Hostinger suivant. Félicitations, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer à monter votre site et le publier. À partir de cette interface vous avez accès à toutes les fonctionnalités que Hostinger vous offre. L'ajout de la certification SSL ou la création d'emails professionnels par exemple. Vous avez un service chat très réactif à votre disposition. Précisez bien que vous parlez français pour vous mettre en ligne avec un support français. Pour aller sur l'interface WordPress, cliquez sur Tableau de bord, puis sur Modifier le site web. Puis voilà. Welcome to WordPress. En résumé, les principaux critères à prendre en compte pour choisir un hébergeur sont les performances, l'existence de sauvegardes simples à restaurer, la simplicité d'utilisation de l'interface et la qualité du support client. Il est important de choisir un hébergeur adapté à son budget mais aussi à son niveau de compétences techniques. Un bon compromis consiste généralement à choisir un hébergeur managé spécialisé WordPress. Il est aussi possible de travailler sur un site en local, cela nécessite d'installer un logiciel dédié, et le site n'est alors pas accessible en ligne, mais seulement sur la machine utilisée pour le créer. Maintenant que nous avons installé notre site WordPress, je vous propose dans la prochaine partie de faire un tour d'horizon de l'interface de gestion de notre site. Fin du premier chapitre. Quiz. Découvrez WordPress. Vous pouvez mettre la vidéo en pause afin d'avoir le temps de répondre aux questions. Question 1. WordPress est un CMS, Content Management System. Une plateforme de création de blog. Un framework PHP. En effet, si WordPress utilise bien PHP, il ne s'agit pas d'un framework PHP, mais d'un CMS. Par ailleurs, comme nous l'avons vu, WordPress dépasse largement le cadre de la simple création de blog aujourd'hui. Question 2. WordPress est totalement gratuit. C'est un CMS open source. Qu'est-ce que cela veut dire? Attention, plusieurs réponses sont possibles. Que tout le monde peut voir le code source. Que tout le monde peut modifier le code source. WordPress est un CMS open source sous licence GPLv2. C'est le nom d'une licence impliquant en particulier la libre redistribution, l'accès au code source et la création de travaux dérivés. Il est en revanche nécessaire de disposer d'un espace d'hébergement, généralement payant, pour mettre son site WordPress en ligne. Question 3. Quelles sont les principales raisons du succès de WordPress? Attention, plusieurs réponses sont possibles. Son avance technologique. Sa communauté d'utilisateurs. Son aspect open source. Sa flexibilité. Son marketing. Et oui, le succès de WordPress ne vient pas particulièrement de la technologie utilisée, PHP et MySQL, qui est d'ailleurs vieillissante à l'heure actuelle, ni de ses efforts marketing. C'est le fait que cette solution soit open source et ait réussi à agréger une communauté enthousiaste et très active qui en a fait la solution numéro 1 pour créer des sites web aujourd'hui. Question 4. Parmi les propositions ci-dessous, lesquelles sont des URL? Attention, plusieurs réponses sont possibles. Une URL est composée d'un protocole, par exemple https://, d'un nom de domaine et optionnellement, d'un chemin d'accès à un contenu spécifique et de variables. Domaine.com est le nom de domaine, et www est un sous-domaine. Question 5. Quel est le composant de base de Gutenberg, le nouvel éditeur WordPress? Les plugins, ou extensions? Les widgets? Les blocs? Gutenberg repose sur le concept de bloc. C'est un peu une version très améliorée des widgets, destinés à être universels, c'est-à-dire pouvant être utilisés dans les zones de contenu, pages, articles, mais aussi dans les barres latérales, le header, le footer, etc. Question 6. Un plugin, ou extension, est un design de site WordPress. Une déclinaison de WordPress.
Une fonctionnalité WordPress. Un plugin permet d'ajouter une fonctionnalité à son site WordPress. Cette fonctionnalité peut se traduire en bloc de contenu pouvant être ajouté à la page via différents moyens, bloc Gutenberg, widget, shortcode, etc., mais pas forcément. Certains plugins n'ont pas d'interface du tout. Question 7. Je dois mettre en ligne un site WordPress, quels éléments me sont indispensables? Attention, plusieurs réponses sont possibles. Un hébergement PHP. Un nom de domaine. Une base MySQL. Et oui, WordPress.com est un hébergeur WordPress permettant de créer gratuitement un blog limité, mais en aucun cas, il n'est obligatoire de s'y inscrire pour créer un site WordPress. Attention, le nom de domaine est quant à lui optionnel car on peut accéder à un serveur directement par son adresse IP, mais cela n'est évidemment pas commun. Question 8. Quel est le site officiel de WordPress? WordPress.fr. WordPress.com. WordPress.org. Oui, cela prête à confusion mais le site officiel de WordPress est bien WordPress.org. WordPress.com est un site commercial proposant l'hébergement de sites reposant sur le CMS WordPress. Connectez-vous au dashboard WordPress et créez votre premier article. Dans la partie précédente, vous avez découvert ce qu'était WordPress et vous avez déployé votre site WordPress. Dans cette partie, nous allons découvrir l'interface d'administration de WordPress. Important. Les plus pressés délégueront la rédaction de leurs articles auprès d'un rédacteur web. Ce métier, de plus en plus recherché, permet aux entrepreneurs du web d'avoir un contenu de qualité sur leur site. Si vous souhaitez apprendre plus sur ce métier, la vidéo suivante saura vous guider. Continuons. Afin de rendre la suite du cours plus vivante, nous allons travailler sur un cas concret. Nous allons créer un site de promotion de création de site web. Nous allons donc créer ensemble le site sphinxtuto.com, lien dans la description. Ça tombe bien, car je suis un web designer situé à Bordeaux et je souhaite lancer l'agence Sphinx Design pour promouvoir mon activité. Le site sera un site vitrine qui va permettre aux internautes de découvrir mon produit et pouvoir me contacter, pour poser des questions par exemple, ou pour demander un devis. Avant de commencer à créer notre premier article. Si vous vous mettez sur l'URL de votre site, dans mon cas sphinx.com, vous allez remarquer que WordPress a généré automatiquement une page d'accueil par défaut pour commencer. Vous pouvez savoir si vous êtes connecté ou non en regardant en haut de la page du site. Si vous voyez une barre noire en haut de page proposant des options d'administration, comme modifier la page ou personnaliser, c'est que vous êtes bien connecté. Depuis l'admin bar, il suffit de survoler le nom du site à gauche et de cliquer sur Dashboard pour accéder à l'interface d'administration WordPress. Une fois dans le dashboard WordPress, vous avez accès au menu d'administration de WordPress, à gauche en noir. Ce menu peut sembler rébarbatif, d'autant plus qu'il est en anglais. Pas d'inquiétude, nous allons très bientôt le passer en français, et vous verrez qu'il est plutôt intuitif et pratique à l'usage. Comme vous l'avez certainement remarqué, l'interface de WordPress est en anglais. Il est évidemment possible de la passer en français, et nous n'allons donc pas nous en priver. Remarque, WordPress est disponible en 65 langues grâce à la communauté. N'hésitez pas à contribuer aux traductions de WordPress ou de ses composants sur frwordpress.org/team. Comme la plupart des options générales de WordPress, le choix de la langue se fait dans la rubrique Settings générales. Faites défiler un peu la page et vous verrez une ligne Language avec un menu déroulant. Cliquez dessus, sélectionnez la langue souhaitée et enregistrez les réglages grâce au bouton bleu en bas de page. Ça y est, votre interface d'administration est en français. On se sent tout de suite plus à l'aise. Remarque, gardez bien ce bouton bleu en tête. Il est présent sur toutes les pages d'administration WordPress classiques, parfois dans la colonne de droite plutôt qu'en bas de page. Vous perdrez vos modifications si vous oubliez de l'utiliser. Créez votre premier article. Comme vous l'avez certainement remarqué, la page d'accueil de votre site est configurée par défaut en mode blog. C'est-à-dire qu'elle liste les contenus de type article. WordPress propose par défaut deux types de contenus qui sont les articles et les pages. La différence entre les deux réside dans la temporalité de la publication et dans la façon d'y accéder. Un article est généralement un contenu d'actualité, daté, et qui prend sa plus grande valeur au moment de sa publication.
On y accède généralement via une page listant les articles triés de façon antéchronologique, les derniers articles publiés en premier, et non via un lien dédié dans le menu de navigation. Bref, c'est ce qui constitue ce que l'on appelle un blog. Une page est un contenu statique, généralement non daté et ayant une valeur constante dans le temps. On s'en sert en général pour présenter une société, page à propos, un service, page nos services, des informations et fonctionnalités de contact, page contact, et on y accède généralement via un menu de navigation, dans l'entête ou le pied de page du site. WordPress permet aussi de créer des types de contenus personnalisés. On parlera de ça dans la suite de ce cours. Pour commencer à vous familiariser avec l'administration, nous allons commencer par créer un article. Cela permettra d'avoir un premier résultat visible sur notre site. Cliquez sur Article. Puis cliquez Ajouter. Saisissez un titre dans la première zone de contenu en haut. Entrez un peu de contenu dans les zones de contenu suivantes. Vous remarquerez que, lorsque vous cliquez sur une zone de contenu, le contenu de la barre à droite change et propose des informations et options contextuelles. Vous pouvez revenir à l'affichage des options générales de l'article en cliquant sur l'onglet Documents en haut de cette barre. Nous utilisons ici Gutenberg, le nouvel éditeur WordPress qui repose sur le concept de bloc pour permettre des mises en page complexes et simplifier l'ajout de contenu dynamique. Cliquez justement sur l'onglet Documents et ajoutez une catégorie à votre article dans le bloc Catégorie. Pour cela, cliquez Ajouter une catégorie, entrez le nom de la catégorie souhaitée, nous allons mettre Divers, vous verrez pourquoi par la suite, et tapez Entrée. WordPress propose par défaut deux façons de trier ses articles. Les catégories, qui ont une hiérarchie, on peut créer des sous-catégories, et qu'il faut choisir soigneusement pour refléter de façon pertinente les sujets traités dans le blog et pour optimiser son référencement naturel. On n'attribue généralement qu'une catégorie, ou sous-catégorie, par article, et on essaie de ne pas multiplier le nombre de catégories proposées au total. Par exemple, un article de recette de tarte banane chocolat aura la catégorie tarte, fille de la catégorie dessert, elle-même fille de la catégorie recette. Les tags, qui n'ont pas de hiérarchie et que l'on peut attribuer en masse à chaque article. Leur objectif est d'identifier les sujets importants traités dans l'article et récurrents sur le blog. Si nous reprenons l'exemple de notre recette de tarte banane chocolat, on pourra par exemple lui attribuer les tags banane, chocolat et tarte. Cliquez maintenant sur l'icône « Plus » située en haut à gauche de la page. Cette icône permet d'ajouter un nouveau bloc à notre contenu. Sélectionnez le type de bloc image. Un bloc image est ainsi ajouté en dernière position de votre contenu. Cliquez sur « Téléverser » pour téléverser une image depuis votre ordinateur. Vous pouvez télécharger des images gratuitement du site Pixabay ou Unsplash. Les liens dans la description. Vous pouvez déplacer les blocs grâce à l'icône présentant 6 petits points apparaissant au survol d'un bloc, ou de façon séquentielle, en cliquant sur les flèches haut et bas encadrant cette icône. Cliquez sur le bouton « Publish » bleu en haut à droite pour publier votre article. WordPress offre la possibilité de sauvegarder les contenus en brouillon. Cela signifie que l'article sera enregistré, mais n'apparaîtra pas sur le site pour les visiteurs. De prévisualiser le contenu. Cela permet de voir le contenu tel qu'il sera affiché sur le site sans avoir à le publier. De dépublier un article. Cela permet, si l'on a publié un article par erreur ou que l'on ne veut finalement plus qu'il soit accessible, de ne plus l'afficher sur le site et de le conserver en brouillon. La publication de contenu dans WordPress. Vous aurez peut-être remarqué qu'il y a de nombreuses options en haut de la barre de droite. Vous pouvez modifier la visibilité, permet de rendre l'article public, privé, accessible seulement aux utilisateurs connectés, ou de le protéger par mot de passe, très pratique si vous souhaitez, par exemple, faire valider une nouvelle page par un client sans qu'elle soit accessible au public. Définir une date de publication, permet de planifier la date à laquelle l'article sera publié, ce qui est très pratique si vous souhaitez conserver un rythme de publication régulier pendant vos vacances. Épingler l'article, pour faire en sorte que l'article soit épinglé en tête de liste, même si des articles ont été publiés plus récemment. Vous pouvez maintenant retourner sur la page d'accueil de votre site en survolant le nom du site en haut à gauche et en cliquant sur « Visiter le site » avec CTRL ou CMD appuyé, afin d'ouvrir le site dans un nouvel onglet. Et voilà, votre article est bien visible en première position. Vous avez publié votre premier article WordPress. Maintenant que nous avons publié notre premier contenu,
je vous propose de faire un tour des paramètres de configuration de notre site. Paramétrez les options de votre site WordPress. Maintenant que nous avons écrit notre premier article, nous allons voir dans ce chapitre comment régler quelques paramètres importants de notre site. C'est parti! Changez le titre et le slogan de votre site. Titre du site. Le nom donné à votre site WordPress lors de la création a été directement appliqué au site créé, mais il est préférable de choisir un titre un peu plus accrocheur. En effet, le titre du site est celui qui va apparaître dans les résultats de recherche Google. C'est un facteur majeur d'optimisation du référencement naturel, aussi appelé SEO pour Search Engine Optimization, de la page. Comme pour le changement de la langue, on clique sur Réglages puis Général. Remplissez ce champ avec un titre un peu plus accrocheur et contenant les mots-clés pertinents pour votre activité. Pour notre exemple, nous allons choisir le titre « Agence WordPress Sphinx Design ». Slogan du site. Le slogan est lui aussi visible dans les résultats de recherche et essentiel pour le SEO. Nous allons choisir « Création de site WordPress de qualité ». Vous pouvez maintenant visiter votre site, toujours en survolant le nom dans la top bar et en cliquant sur « Aller sur le site ». Au survol de l'onglet du navigateur, vous verrez le titre et le slogan du site. Comme vous avez dû le voir, il y a de nombreuses autres options dans cette page. Passons-les rapidement en revue. Adresse web de WordPress et adresse web du site. Attention, zone à risque. Il ne faut surtout pas modifier ces champs, au risque de casser le site. Ils ne servent qu'à des utilisateurs avancés lors d'un changement de nom de domaine. Les autres options de la page de réglages généraux. Adresse de messagerie. Comme indiqué, c'est l'adresse à laquelle seront envoyées toutes les notifications. Pas la peine d'y toucher, à moins qu'elle ne soit pas celle souhaitée. Inscription. Vous pouvez laisser aux utilisateurs la possibilité de s'inscrire sur votre site. Cela n'a pas d'intérêt dans le cadre d'un site vitrine, et nous laissons donc cette case décochée. Rôle par défaut de tout nouvel utilisateur. Cela n'a d'intérêt que si vous laissez les visiteurs s'inscrire sur le site, nous n'y touchons donc pas. Les autres options sont assez évidentes et vous pouvez les modifier. Modifiez la catégorie par défaut de vos articles. Écriture. Cliquez sur Écriture en dessous de la sous-rubrique Générale de la rubrique Réglages. Seul le premier champ nous intéresse. En effet, nous n'avons pas envie que les articles soient catégorisés non catégorisés par défaut. Cliquez sur le champ et sélectionnez la catégorie « Divers » créée précédemment. C'est déjà mieux. Cachez le site au moteur de recherche pour le temps des développements. Lecture. Cliquez ensuite sur « Lecture » dans le menu du dashboard. La première section permet de paramétrer ce qui est affiché lorsque l'on se rend sur la page d'accueil du site. Pour l'instant, nous avons vu que la page d'accueil affiche la liste des articles. Mais nous ne voulons pas créer un blog et souhaitons donc que la page d'accueil affiche une page personnalisée. Nous allons nous y atteler dans le prochain chapitre, mais avant cela, finissons de paramétrer les réglages généraux du site. Une autre option intéressante sur cette page est l'option « Demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site ». Cela est pratique pour éviter que des visiteurs puissent tomber sur le site dans des résultats de recherche Google alors qu'il n'est pas encore fini. Nous allons tout de même cocher cette case, car c'est une bonne habitude à prendre lorsque l'on commence à travailler sur un site. Attention, il est très important, mais vraiment très important, de ne pas oublier de décocher cette case lors de la mise en ligne du site. Cela empêcherait celui de votre client d'être référencé sur les moteurs de recherche. Configurer les paramètres de commentaires. Discussion. Les paramètres de discussion vous permettent de décider si les visiteurs peuvent laisser des commentaires sur vos pages et articles. Cela ne nous semble pas nécessaire, donc nous allons décocher la case « Autoriser les lecteurs à publier des commentaires sur les nouveaux articles ». Permalien. Un permalien est une URL permanente, c'est-à-dire l'URL principale par laquelle accéder à un contenu donné. Les paramètres de permalien vont donc vous permettre de définir comment sont construites les URL de vos contenus. Nous pouvons laisser l'option « Date et titre » cochée. Il faut en revanche éviter de garder l'option « Simple » si elle est cochée par défaut. Il est important d'avoir le titre de l'article dans l'URL pour optimiser le référencement naturel. En résumé,
Il est important de bien paramétrer son site avant de commencer à travailler. Les paramètres principaux sont le titre, la langue, le choix de la page d'accueil, la structure des liens, permaliens, la gestion des commentaires, l'accès au moteur de recherche et l'adresse email par défaut. Ça y est, nous avons fait le tour des principaux réglages de notre site WordPress. Ce n'est pas la partie la plus sexy de la création d'un site, mais il est important de connaître ces options et de bien les paramétrer avant de commencer à travailler. Nous allons maintenant pouvoir créer notre page d'accueil. Mettez en place une page d'accueil personnalisée et créez votre menu de navigation. Vous avez réglé les paramètres de votre site. Il est temps de nous attaquer à la page d'accueil. Créez votre page d'accueil et votre page de blog. Avant de configurer votre page d'accueil, il faut tout d'abord en créer une. Pour cela, on se rend tout simplement dans « Page », puis on clique sur « Ajouter ». Saisissez un titre de la page. Pour ma page, j'ai choisi « Sphinx WordPress Design » comme titre de page, et saisissez du texte dans la zone de contenu, histoire qu'elle ne soit pas vide. Il ne reste plus qu'à cliquer sur « Publier » pour créer la page. Voilà le résultat. Répétons la manipulation pour créer une page qu'on va appeler blog. Ne mettez en revanche aucun contenu. La page affichera en effet la liste des articles publiés sur le site, et la zone de contenu ne sera donc pas utilisée. Configurez votre page d'accueil et votre page de blog. Maintenant que nos pages sont publiées, rendez-vous dans Réglages, puis cliquez sur Lecture pour les configurer en page d'accueil et de blog. En face de la page d'accueil affiche, sélectionnez une page statique. Choisissez Sphinx WordPress Design pour la page d'accueil et blog pour la page des articles. Allons sur notre site pour voir ce que ces changements donnent. Comme prévu, la page d'accueil affiche bien le contenu que nous avons inséré dans la page d'accueil. En revanche, impossible d'accéder à la page du blog à partir de la page d'accueil. Il faut en effet maintenant créer un menu de navigation pour pouvoir accéder aux différentes pages du site. C'est ce que nous allons faire alors. Créez votre menu de navigation. Dans WordPress, les menus sont gérés dans « Apparences puis Menu ». Si vous ne voyez pas le choix menu dans vos apparences, ça sera à cause du thème par default que WordPress a activé pour vous. Ne vous inquiétez pas, dans la suite du cours, on va parler des thèmes plus en profondeur. Dans mon cas, j'utilise le thème 2022, qui est le thème WordPress par défaut au moment où j'enregistre cette vidéo. Pour activer un thème, cliquez sur Thème dans Apparences. Je vais choisir le thème 2021. Voilà, on peut voir maintenant le menu dans Apparences. Un site WordPress peut avoir différents emplacements de menus, menu principal, menu supérieur, menu de pied de page, etc. Ces emplacements dépendent du thème choisi. Le thème que j'ai activé propose 2 emplacements. Créez un menu nommé « Principal ». Sélectionnez l'emplacement « Supérieur ». Cliquez ensuite sur « Page » dans la colonne de gauche. Sélectionnez nos 2 pages, Blog et Sphinx WordPress Design, puis cliquez « Ajouter au menu ». Les pages apparaissent maintenant dans la structure du menu et vous pouvez les réorganiser en « Glisser-déposer » pour changer l'ordre, faire glisser vers le haut ou vers le bas, ou la hiérarchie, faire glisser vers la gauche ou vers la droite. Sur la majorité des pages d'administration WordPress, vous pouvez remarquer un onglet « Options d'écran » en haut à droite. Cet onglet permet d'activer des options sur la page, comme ici la possibilité d'ouvrir un item de menu dans un nouvel onglet, d'ajouter une classe. N'hésitez donc pas à explorer cet onglet sur les différentes pages d'administration pour découvrir les options proposées. Cliquez sur l'indispensable bouton bleu « Enregistrer le menu » et visitez à nouveau votre site. Le menu est bien visible en bas de page. Nous avons mis en place la structure de notre site. En revanche, son apparence n'est pas franchement sympathique. Mais pas d'inquiétude, nous allons voir dans le chapitre suivant comment personnaliser l'apparence de notre site. Personnaliser l'apparence du site grâce au Customizer. Accédez au Customizer et ajoutez votre logo. Pour modifier l'apparence de son site WordPress, il y a depuis quelques années un outil très pratique, le Customizer. Pour l'utiliser, rendez-vous dans « Apparences », puis cliquez sur « Personnaliser ». La page se compose de 2 sections, une colonne de gauche présentant les différentes options modifiables,
et une zone de prévisualisation à droite permettant aussi de modifier directement certains éléments en cliquant sur l'icône crayon suivante. Ajoutez votre logo. Cliquez sur Identité du site dans la colonne de gauche. Cliquez sur Sélectionner un logo et sélectionnez une image sur votre poste de travail. Ajoutez un favicon. Le favicon est la petite icône visible dans l'onglet de votre navigateur à gauche du nom de la page courante. Il est important de la personnaliser pour permettre aux utilisateurs de facilement identifier votre site parmi les onglets ouverts. WordPress permet de la personnaliser facilement, ainsi que les icônes de favoris qui apparaîtront sur mobile, etc., depuis le Customizer. Pour cela, cliquez sur « Sélectionner une image » et sélectionnez une image sur votre poste de travail. Comme indiqué, cette image devrait idéalement faire 512 px sur 512 px. Les images que j'utilise dans ce cours sont éditées sur Canva. Vous pouvez l'utiliser gratuitement pendant 30 jours en cliquant sur le lien dans la description. C'est suffisant pour pouvoir créer votre site. Pour apprendre à personnaliser la taille d'une image sur Canva, regardez la vidéo suivante. Continuons. Préférez une image très simple sur fond transparent pour qu'elle soit lisible lorsqu'elle est affichée en très petit dans l'onglet. Vous avez sûrement remarqué que vous pouvez aussi changer le titre et le slogan du site dans cette même zone. En effet, de nombreuses fonctionnalités du dashboard WordPress sont aussi paramétrables depuis le Customizer. Vous pouvez donc utiliser l'une ou l'autre des interfaces en fonction de ce que vous préférez. Modifiez les options d'apparence du thème. Pour revenir à la liste des options, cliquez sur la petite flèche pointant à gauche à côté de l'identité du site. Nous allons maintenant nous attaquer aux options du Customizer qui sont liées au thème WordPress installé. Comme nous l'avons vu précédemment, le thème actuellement utilisé est le thème 2021. Nous verrons plus tard que, lorsque nous changerons de thème, les options décrites ci-dessous seront remplacées par des options bien plus complètes pour personnaliser l'apparence du thème. Couleur. Pour commencer, cliquez sur Couleur dans la colonne de gauche. Vous aurez le choix dépendamment du thème choisi, entre différents jeux de couleurs, clairs, foncés et personnalisés. Cliquez sur le bouton radio, prise en charge et vous constaterez qu'un bouton est ajouté pour switcher entre les deux modes, sombre et clair. L'arrière-plan de votre site passe instantanément de clair en sombre. Options du thème. Revenez à la liste des options en cliquant sur la flèche de gauche en haut de la colonne. Le reste des options proposées ici dépendent du thème utilisé. Comme évoqué, nous allons changer de thème dans la suite du cours, il n'y a donc pas lieu de s'attarder sur ces options. N'hésitez cependant pas à jouer avec. En résumé, l'apparence générale du site, logo, favicon, couleur, mise en page, se personnalise grâce au Customizer dont le menu Apparence, puis Personnaliser. Le Customizer permet de prévisualiser instantanément les modifications effectuées. Certaines options sont communes quel que soit le thème choisi, d'autres dépendent de ce dernier. Voilà, nous avons fini notre tour d'horizon de l'interface d'administration WordPress. Nous allons maintenant pouvoir nous lancer dans notre projet de site. Comment créer un logo avec Canva, guide étape par étape. Si vous n'avez aucune expérience en conception graphique, Canva vous permet de créer facilement votre propre logo. Voici comment commencer. Lorsque vous démarrez une nouvelle entreprise, qu'il s'agisse d'une entreprise de plusieurs personnes ou d'une seule, vous avez besoin d'un logo. Votre logo aide vos clients à vous différencier de la concurrence et présente votre entreprise comme sérieuse et professionnelle. Vous avez deux façons d'obtenir un superbe logo. L'une est d'embaucher un graphiste, de lui fournir toutes vos exigences et d'attendre que la magie opère. Cependant, si vous n'avez pas l'argent ou le temps, vous pouvez facilement créer un beau logo gratuitement avec Canva. Une brève introduction à Canva. Si vous êtes un débutant Canva, vous n'avez pas besoin de vous soucier de la courbe d'apprentissage. La meilleure chose à propos de ce logiciel est son interface conviviale qui s'adresse aux non-concepteurs. Cela ne ressemble en rien à Photoshop, où vous avez pour tout créer à partir de zéro et avoir besoin de connaître les techniques de conception graphique avancées. Canva propose des milliers de modèles que vous pouvez modifier selon vos besoins, avec une simple interface glisser-déposer. Vous pouvez vous inscrire gratuitement et utiliser la plupart des fonctionnalités sans frais supplémentaires. Cela inclut une bibliothèque de redevances des images et des éléments gratuits, qui vous aideront à créer le logo parfait. Assurez-vous de comprendre vos besoins.
Avant de vous précipiter pour ouvrir un nouveau document dans Canva, il est préférable de faire une pause et de réfléchir au type de logo que vous souhaitez créer. Que voulez-vous qu'il représente? Quelle couleur avez-vous en tête et quel style? Y a-t-il d'autres logos qui vous inspirent? Prendre une minute pour imaginer votre produit final et comprendre ce que vous voulez réaliser vous fera gagner du temps plus tard. Une fois que vous avez fait cela, rendez-vous sur la page suivante, lien dans la description, et suivez ces étapes. Vous serez mené à choisir si vous voulez obtenir la version gratuite ou bien à choisir la version Canva Pro gratuitement pendant un mois. Parce que Canva Pro offre beaucoup plus d'options, dans ce tuto on va utiliser la version Pro, avec la période d'essai gratuite. Notez que vous pouvez annuler l'abonnement avant la fin de la période d'essai. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce choix. Ce que j'explique dans ce tuto reste valable pour la version gratuite. Vous pouvez envisager la mise à niveau à un moment donné si vous utilisez Canva régulièrement. Si vous avez besoin d'aide pour décider, voici les plus grands avantages de la mise à niveau vers Canva Pro. Continuons. Une fois que vous avez fait cela, rendez-vous sur votre dashboard Canva, et suivez ces étapes. Choisissez la taille de votre document. Cliquez sur Créer un design. Puis sur Dimensions personnalisées. Dans notre cas on souhaite créer une favicon pour un site WordPress, sa taille est de 512 pixels de hauteur, 512 pixels de largeur. Cliquez sur Créer un nouveau design. Choisissez le bon modèle pour vous. Le logiciel ouvre un nouveau document aux dimensions choisies. Du côté gauche de l'écran, vous pouvez faire défiler les différents modèles, qui sont organisés selon l'industrie. Si vous êtes dans l'industrie alimentaire, par exemple, vous pouvez cliquer sur Voir tout à côté de logo nourriture boisson, et afficher tous les designs de Canva. Lorsque vous cliquez sur l'un d'eux, il apparaîtra sur votre toile vierge pour une vue plus grande. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche en haut pour rechercher quelque chose de plus spécifique. Si un modèle est gratuit, vous verrez gratuit écrit lorsque vous passez la souris dessus. Ceux avec le couronne ne sont disponibles que pour les utilisateurs pro. Modifiez les couleurs de votre marque. La clé d'une identité de marque réussie est de s'assurer que vos couleurs sont cohérentes dans tous les supports marketing. Cela signifie que vous utilisez la même ou deux couleurs 3 maximum, sur votre logo, site web, carte de visite, réseaux sociaux, etc. Ainsi, une fois que vous avez choisi un modèle, vous devez modifier les couleurs pour refléter votre marque. Cela inclut également les couleurs des icônes. Cliquez simplement sur les différents objets, puis cliquez sur la couleur en haut de l'écran. Cela lancera le sélecteur de couleurs. Vous pouvez choisir parmi les couleurs de Canva, ou taper le code de couleur exact lorsque vous cliquez sur le plus icône. Bien que Canva propose une variété de modèles avec une couleur d'arrière-plan, vous devez toujours la changer en blanc. Votre objectif final est de pouvoir utiliser le logo sur différents arrière-plans. La version Pro vous permet d'enregistrer un PNG transparent. Si vous n'avez pas la version Pro, enregistrez le produit final avec le fond blanc, puis utilisez le site suivant, lien dans la description, pour rendre l'arrière-plan transparent. Choisissez une police et modifiez le texte. Ensuite, double-cliquez sur le texte du logo et remplacez-le par le nom de votre marque et votre slogan si le logo les contient. Modifiez la police avec le menu déroulant en haut de l'écran. Comme pour les couleurs, vous devez limiter le nombre de polices à 2 pour éviter l'encombrement. Les polices doivent également être similaires à celles que vous utilisez sur d'autres supports de marque. Vous pouvez choisir une police pour le nom de l'entreprise pour lui donner un aspect unique, puis utiliser une police plus standard pour le slogan. Jouez avec les icônes et le texte. Si vous n'avez pas vraiment d'expérience en conception graphique, il vaut mieux ne pas trop gâcher le logo. Cela rendra le résultat final moins professionnel. Cela dit, vous pouvez jouer avec différents éléments pour mieux correspondre à votre vision. Vous pouvez également choisir une icône différente de l'élément menu sur la gauche, puis appuyer sur Graphique pour rechercher une icône spécifique qui correspond à votre marque. Lorsque vous cliquez sur l'une d'entre elles, vous verrez Recommandations magiques ci-dessous. Ce sont des icônes dans le même style. Créez différentes versions et tailles. Une fois que vous avez défini les couleurs, les polices, les éléments et la façon dont il est ordonné, il est temps de créer une variété de versions. De cette façon,
vous pouvez utiliser le logo dans différentes situations. Tout d'abord, créez une copie du logo plusieurs fois dans le document avec le dupliqué bouton en haut de la toile. Ensuite, ajustez chaque page différemment. Un logo doit être tout en noir et blanc, l'icône peut être en niveau de gris. Un autre pourrait montrer uniquement l'icône, tandis qu'un autre pourrait être juste un carré complet. Vous pouvez également essayer d'utiliser des couleurs inversées. C'est aussi une bonne pratique d'avoir différentes tailles, surtout si vous allez l'utiliser pour l'impression à un moment donné. Avec la version Pro, vous avez redimensionnement magique, ce qui rend cette tâche un jeu d'enfant. Vous pouvez également créer plusieurs tailles avec la version gratuite. Ouvrez simplement un nouveau document avec des dimensions différentes dans une nouvelle fenêtre. Copiez les éléments de la fenêtre d'origine, collez-les dans le nouveau document, et arrangez les éléments. Jouez et soyez créatif avec votre logo. Si vous suivez ces étapes, vous pourrez créer un nouveau logo en un rien de temps. L'étape suivante consiste à le télécharger, le décompresser, le rendre transparent et l'utiliser partout où vous en avez. N'oubliez pas que le fichier est enregistré dans le cloud dans votre compte Canva. Donc, si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez toujours revenir en arrière et apporter des modifications. Fin du deuxième chapitre. Quiz. Prenez en main l'administration WordPress. Vous pouvez mettre la vidéo en pause afin d'avoir le temps de répondre aux questions. Question 1. Quelle différence entre une page et un article est vraie? Les pages sont plus importantes que les articles. Les articles disparaissent après un certain temps, contrairement aux pages. La date de publication d'un article est importante, contrairement à celle d'une page. En effet, il n'y a pas de différence d'importance entre une page et un article, tout dépend du type de site que l'on construit. Les articles ne sont par ailleurs pas supprimés après un certain temps, ils sont seulement moins facilement accessibles, car repoussés en fin de liste par les plus récents. La différence principale est donc simplement liée à la temporalité de ces contenus. Les pages ont une valeur égale dans le temps et sont généralement accessibles directement via un menu. Les articles ont le plus de valeur au moment de leur publication et sont en général accessibles via une liste d'articles, c'est-à-dire un blog. Question 2. Quelle est la différence entre une catégorie et un tag? Les catégories apparaissent dans le menu, pas les tags. Les catégories ont une hiérarchie, catégorie, sous-catégorie, à la différence des tags. Les catégories permettent d'organiser les articles, pas les tags. En effet, les catégories comme les tags permettent d'organiser les articles. Les catégories n'apparaissent pas dans le menu si on ne les y met pas. Par ailleurs, rien n'empêcherait de mettre des tags dans le menu, même si c'est moins courant. On peut bien sûr attribuer plusieurs catégories par article, dont une principale, même s'il faut éviter de trop en accumuler, et que l'on recommande généralement de n'en attribuer qu'une. En revanche, seules les catégories ont une hiérarchie, les tags sont tous au même niveau. Question 3. Je viens de créer une nouvelle page pour le caviste bordelais. J'aimerais à présent la définir comme page d'accueil. Où dois-je me rendre pour effectuer cette configuration? Réglage général. Réglage lecture. Réglage écriture. Et oui, la page réglage lecture est une des pages les plus importantes des réglages WordPress pour cela. Question 4. J'ai créé plusieurs pages pour le site Le Caviste Bordelais et souhaite maintenant construire un menu pour en faciliter l'accès. Où dois-je me rendre pour faire cela? Attention, plusieurs réponses sont possibles. Réglage menu. Apparence menu. Apparence personnalisée menu. WordPress propose en effet plusieurs façons de créer et de modifier son menu. Soit depuis le dashboard classique via Apparence menu, soit via le customiser dans Apparence personnalisée menu. Question 5.
Pourquoi est-il si important de bien définir le titre du site dans Réglages général? Attention, plusieurs réponses sont possibles. C'est le titre qui va apparaître sur la page d'accueil. C'est le titre qui va apparaître dans les résultats de recherche Google. C'est un paramètre important pour le référencement naturel du site. Le titre et le slogan du site définis dans Réglages général sont utilisés par défaut pour la balise Meta Title du site, qui est un des principaux leviers de référencement naturel d'une page, et qui est par ailleurs affiché dans les résultats de recherche. Autant dire qu'il faut soigner le contenu de ces champs. Question 6. Les paramètres de personnalisation proposés dans le customisé, apparence personnalisée, dépendent principalement du thème utilisé, des plugins, des contenus créés sur le site. C'est le thème choisi qui va influer le plus sur les options offertes par le customisé. Nous avons ainsi vu que 2017, installé par défaut dans ce cours, offrait peu d'options. Nous allons bientôt découvrir des thèmes offrant un contrôle bien plus avancé sur l'apparence de son site. Question 7. À quoi sert l'onglet Options d'écran dans le dashboard WordPress? Attention, plusieurs réponses sont possibles. Personnaliser l'apparence du dashboard WordPress. À choisir quel champ faire apparaître dans les pages du dashboard WordPress. À définir des paramètres comme le nombre de contenus listés dans les pages d'administration. L'onglet Options d'écran permet en effet de faire apparaître certains champs avancés comme le champ Classe CSS dans la page d'administration du menu, mais aussi de définir le nombre d'articles ou de pages à lister dans Articles et Pages. Vous souhaitez créer des sites web professionnels, vous n'êtes pas développeur, mais souhaitez créer des sites robustes, évolutifs et bien référencés? Ce cours est fait pour vous. WordPress à l'origine est un simple outil pour créer des blogs, c'est maintenant la solution numéro 1 pour créer tout type de site, vitrine, e-commerce, collaboratif, magazine. C'est un outil tellement incontournable que plus de 40% de tous les sites web du monde reposent maintenant sur WordPress. Il s'agit tout simplement du moteur de site web le plus utilisé sur la planète. Je m'appelle Soufiane Sphinx, passionné de WordPress, et je suis très content d'être votre instructeur. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne, je poste un nouveau tutoriel chaque semaine. Dans ce cours, vous découvrirez ce qu'est exactement WordPress et comment il fonctionne. Surtout, nous construirons ensemble un site moderne pour une agence de web design que vous pouvez visiter sur sphinxtuto.com, lien dans la description. Êtes-vous prêt à prendre WordPress en main? Alors rejoignez-moi dans le premier chapitre. Après ce cours, vous saurez créer efficacement et rapidement des sites WordPress de qualité, le tout sans écrire une ligne de code. À la fin de ce cours, vous serez capable de mettre en ligne WordPress sur un hébergeur, prendre en main l'administration WordPress, configurer le thème et les extensions d'un site WordPress, personnaliser les contenus et le design d'un site WordPress, optimiser la configuration d'un site WordPress et son SEO. Vous aurez besoin d'aucun prérequis pour commencer ce cours. Outils nécessaires. WordPress. Un hébergement pour votre site. Je vous recommande l'un des 2 meilleurs hébergeurs suivants. Lien dans la description. Découvrez WordPress. Vous avez certainement déjà dû entendre parler de WordPress, comme un outil pour créer des blogs. Mais WordPress est bien plus que cela. Penchons-nous en détail sur ce qu'est WordPress exactement. WordPress n'est pas, ou plus, une plateforme de création de blogs, c'est aujourd'hui une plateforme utilisée pour créer tout type de sites, de simples blogs jusqu'à des sites e-commerce, en passant par des solutions intranet, des applications web complexes et même des applications mobiles. Découvrez les notions de CMS et d'open source. Qu'est-ce qu'un CMS? CMS est l'abréviation de Content Management System, système de gestion de contenu. Selon Wikipédia, un CMS est une famille de logiciels destinés à la conception et à la mise à jour dynamique de sites web ou d'applications multimédia. En clair, c'est un outil qui va offrir une interface, que l'on espère simple, pour créer et gérer les contenus de son site internet, plutôt que de tout coder à la main. Que veut dire open source? La désignation open source, ou code source ouvert, s'applique aux logiciels, et s'étend maintenant aux œuvres de l'esprit, dont la licence respecte des critères précisément établis par l'Open Source Initiative, c'est-à-dire les possibilités de libre redistribution, d'accès au code source et de création de travaux dérivés. C'est une notion très importante qui explique en partie le succès de solutions comme WordPress. En clair,
cela veut dire que tout le monde a accès au code de WordPress, peut proposer des contributions, peut proposer WordPress en téléchargement et créer des forks, déclinaisons, de WordPress. Le fait que WordPress soit open source lui a permis de développer une immense communauté, très active, ce qui est l'une de ses plus grandes forces aujourd'hui. Il existe des centaines de CMS dont une grande partie est open source, Joomla, PrestaShop, etc., mais WordPress se démarque du lot. C'est en effet, et de loin, la solution la plus populaire pour créer des sites internet. On peut même dire qu'il écrase complètement le marché. À vous de juger. WordPress propulse près de 40% des sites internet dans le monde, près d'un site sur 3. Plus de 500 sites WordPress sont créés chaque jour. 64% des sites utilisant un CMS tournent sur WordPress. WordPress possède plus de la moitié du marché des CMS. Surtout, le second CMS le plus utilisé, Joomla, ne détient qu'environ 20 fois moins de parts de marché que WordPress. Découvrez l'histoire et les atouts de WordPress. Pour expliquer un tel succès, je vous propose un petit peu d'histoire pour comprendre l'évolution et les principales caractéristiques de ce CMS. Au regard du World Wide Web, que nous côtoyons depuis environ 1991, WordPress est plutôt jeune. En 2003, Mike Little propose sur un forum de créer un fork, une déclinaison, d'un projet existant nommé B2-Kflog, et qui était sur le point d'être abandonné par ses développeurs. Il explique le concept qu'il a en tête, et ne tarde pas à être rejoint par un jeune étudiant nommé Matt Mullenweg. En 2003, Matt publie la première version de WordPress qui sera très bien accueillie par la communauté. Cette première release apporte de nombreuses nouveautés et une interface d'administration simple pour la création d'articles de blog, posts, en anglais. L'interface de l'époque était très basique, comme vous pouvez le constater. La simplicité. La simplicité d'utilisation de WordPress est un facteur essentiel de son succès. Attention, cependant, si WordPress est en effet plus simple que la majorité des autres CMS du marché, Joomla, Drupal, etc., il nécessite plus d'efforts que les constructeurs de sites, site builders, grand public, comme Wix ou Squarespace. Mais cela en vaut largement la peine. En 2004, la version 1.2 voit le jour avec une fonctionnalité qui sera très importante pour la suite, les extensions, ou plugins, en anglais. En bref, c'est la possibilité pour n'importe qui de créer des extensions permettant d'ajouter des fonctionnalités à WordPress, et surtout de les partager avec la communauté. There is a plugin for that. Il y a une extension pour ça. Une extension WordPress, c'est donc du code qui peut être ajouté à WordPress pour ajouter des fonctionnalités spécifiques comme des formulaires de contact, des fonctionnalités e-commerce, des moyens de paiement, des intégrations sur les réseaux sociaux, etc. N'importe qui peut créer une extension WordPress et même la proposer sur la bibliothèque officielle wordpress.org. Elle sera alors disponible pour le plus grand nombre, sous réserve d'être validée par l'équipe de modération de wordpress.org. À l'heure où je rédige ce cours, on compte plus de 55 000 extensions gratuites sur wordpress.org, et des milliers d'extensions payantes réparties sur différentes boutiques et marketplaces. À tel point que, quel que soit le besoin rencontré, on trouve généralement un ou plusieurs plugins qui y répondent. À cette époque, 2004, le leader du marché des CMS était Movable Type, mais il décida de changer sa licence d'utilisation pour une version plus contraignante, à l'opposé des principes des licences open source. Cela lui valut la colère d'un grand nombre d'utilisateurs, dont beaucoup se tournèrent alors vers WordPress. La gratuité, la philosophie open source et la communauté. WordPress est toujours resté fidèle au principe de l'open source, et cela lui a permis de bénéficier d'innombrables contributions à son code ou à ses composants, thèmes, plugins, mais surtout de pouvoir s'appuyer sur une communauté passionnée partageant des valeurs communes. Et cela, ça n'a pas de prix. Pour prendre conscience de cela, il suffit de savoir qu'il y a eu 128 WordCamp, événements annuels de la communauté WordPress, organisés dans le monde en 2017, réunissant plus de 41 000 personnes ayant acheté leur ticket. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre au prochain WordCamp de votre région, Paris, Nice, Marseille, etc., et à rejoindre la communauté française WPFR. En 2005, la nouvelle version de WordPress introduit les pages, permettant ainsi de créer des sites classiques et non plus seulement des blogs. Les thèmes, qui permettent d'installer facilement un design sur son site WordPress, sur le même principe que les plugins. Et toujours en 2005, Automatic, la société créée par le fondateur de WordPress Matt Mullenweg,
lance WordPress.com, une plateforme d'hébergement WordPress proposant une offre gratuite, et qui rencontrera un succès phénoménal. Initiez-vous au fonctionnement d'un site web. Maintenant que vous avez une meilleure idée de ce qu'est WordPress, j'imagine que vous avez hâte de rentrer dans le concret et de créer votre site. Promis, nous allons y arriver très vite. Cependant, il est important que vous compreniez le fonctionnement d'un site web auparavant. Comment fonctionne le web? Le web fonctionne sur le principe d'échange décentralisé entre un client, vous, en général, via votre navigateur web, et un serveur qui sert à servir des pages web, d'où son nom. Pour accéder à un site web, vous rentrez l'adresse d'un site web, connu URL dans votre navigateur. Par exemple, vous êtes actuellement sur l'URL de ma chaîne YouTube qui est le suivant. On peut décomposer l'URL en plusieurs parties. HTTP, c'est le nom du protocole de communication entre le client et le serveur. C'est le protocole le plus utilisé permettant d'afficher des pages web, c'est-à-dire de l'hypertexte, du texte et des liens vers d'autres pages web. Il en existe d'autres pour d'autres usages, comme FTP, pour File Transfer Protocol, que vous connaissez peut-être, et qui sert à transférer des fichiers bien sûr. YouTube.com est le nom de domaine du site web auquel on veut accéder. Le nom de domaine se loue auprès d'un registrar, fournisseur de noms de domaine, qu'on va expliquer plus en détail dans la suite. Le reste de l'URL est le chemin d'accès à la page spécifique, on parle ici de ma chaîne YouTube, que l'on veut afficher au sein du site youtube.com. À noter que l'on peut ajouter des paramètres au chemin d'accès après un point d'interrogation, par exemple. Comment cela se passe-t-il techniquement? Votre navigateur va demander sur le réseau la localisation du site youtube.com. Le réseau va lui répondre sous la forme d'une IP, qui est en gros l'adresse du serveur sur le réseau, et va permettre à la requête d'être acheminée sur le serveur contenant le site web. Une fois la requête acheminée sur le serveur de YouTube, le serveur va regarder le chemin d'accès de la page demandée et la fournir au format HTML. Le navigateur va enfin interpréter le HTML fourni pour créer la page web telle que vous la voyez sur votre écran. Bref, pour disposer d'un site web en ligne, il vous faut donc un serveur et un nom de domaine. Rentrons donc un peu plus dans le détail de ces deux concepts. Qu'est-ce qu'un hébergement web? Pour fonctionner, tout site internet s'appuie donc sur un serveur. En général, on loue un serveur auprès d'un hébergeur, mais il est tout à fait possible de créer son propre serveur chez soi. Cela demande en revanche des compétences techniques qui vont largement au-delà de ce que l'on couvrira dans ce cours. Le serveur stocke les fichiers qui composent le site web et exécute le code contenu dans ces fichiers. Dans le cas de WordPress, il s'agit d'un CMS reposant principalement sur le langage PHP et sur une base de données MySQL. Le serveur exécute donc le code PHP de WordPress pour récupérer les informations nécessaires en base de données et générer la page au format HTML, lisible par votre navigateur web, Google Chrome, Mozilla Firefox, etc. Pour créer votre site WordPress, vous aurez donc besoin d'un hébergement PHP et MySQL. Deux solutions s'offrent à vous. Créer un environnement en local. L'idée est de simuler un serveur sur votre ordinateur grâce à des logiciels comme MAMP, ou encore, Local by Flywheel. C'est gratuit, mais cela demande un peu de configuration et votre site ne sera pas en ligne, il ne sera accessible que sur votre machine. Louer un serveur chez un hébergeur. En vérité, il s'agit souvent de louer un espace sur un serveur et non un serveur entier. Votre site pourra ainsi être accessible au public via Internet, mais ce n'est pas gratuit. Comptez quelques euros par mois pour un hébergement d'entrée de gamme. Je vous recommande le meilleur hébergeur actuel dans la description de la vidéo. Qu'est-ce qu'un nom de domaine? Une fois installé sur un serveur, vous souhaitez que le public puisse facilement accéder à votre site web. En effet, par défaut, un serveur n'est accessible sur Internet que via son adresse IP. Par exemple, pour Google, c'est 172.217.4.206. Moins simple à retenir que le nom de domaine google.com. Le nom de domaine se loue auprès de fournisseurs spécialisés appelés registrars, comme Gandhi.net. Cela coûte en général une dizaine d'euros par an, et il faut ensuite configurer ses DNS, Domain Name Server, pour faire pointer son domaine sur son serveur. Pas de panique, nous verrons cela ensemble dans la suite du cours. À noter aussi qu'un nom de domaine peut se décliner en plusieurs sous-domaines. Par exemple, blog.monsite.com, shop.monsite.com,
www.monsite.com sont différents sous-domaines déclinés du nom de domaine monsite.com et pouvant pointer vers des sites différents. Vous pouvez créer autant de sous-domaines que vous souhaitez à partir d'un nom de domaine, et surtout, c'est gratuit. C'est la raison pour laquelle tous les fournisseurs de sites gratuits, WordPress.com, Wix.com, etc., permettent de créer gratuitement des sites sur un sous-domaine de leur domaine principal. Nous allons d'ailleurs travailler sur un sous-domaine gratuit dans la suite de ce cours, ce qui vous évitera d'acheter un nom de domaine. Si vous souhaitez en acheter un nom de domaine professionnel pour votre site, je vous recommande l'un des meilleurs dans la description de la vidéo. En résumé, une page web est un contenu HTML affiché dans un navigateur et fourni par un serveur selon le protocole HTTP. L'URL permet d'identifier sur le réseau le serveur à qui demander la page, et la page que l'on souhaite afficher. Dans le cas d'un site dynamique comme WordPress, la page HTML est générée par du code PHP faisant appel à une base de données. Après cette introduction théorique, passons à la pratique. Dans le chapitre suivant, nous verrons ensemble comment choisir son hébergeur et mettre son site WordPress en ligne. Choisissez votre hébergeur et mettez votre site WordPress en ligne. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, qui dit site web dit hébergeur web. Mais alors, comment le choisir parmi la multitude d'offres du marché? Il existe différents types d'hébergements adaptés à différents besoins. Hébergement mutualisé, shared hosting. Hébergement dédié, dedicated server. Hébergement managé, ou infogéré, virtual server. Avec un hébergement mutualisé, vous louez une portion d'un serveur qui est partagé avec d'autres utilisateurs. C'est comme si vous payiez un loyer pour habiter un appartement. C'est en général la solution la plus économique et cela peut être suffisant pour beaucoup de projets. Comme un appartement, on peut l'avoir avec les services basiques comme l'email, WordPress installé, etc. En gros, les outils basiques qui vous permettent de gérer un site web vous-même. Mais il y a de nombreuses contraintes, vous avez un accès limité à la configuration du serveur, vous pouvez subir des effets de bruit de voisinage. Noisy Neighbor en anglais, par exemple, un site sur le même serveur que le vôtre utilise trop de ressources ou fait planter le serveur à la suite d'un hack, par exemple. Avec un hébergement managé, vous louez un certain niveau de performance et de disponibilité pour un site sans avoir à vous soucier de la partie serveur. Le prestataire s'occupe de tout pour vous et garantit le bon fonctionnement de votre site. C'est une solution idéale si vous n'êtes pas un expert en administration système et que vous souhaitez vous concentrer sur la gestion de votre site ou de votre business, sans avoir à vous soucier des aspects techniques. Le prix est en revanche un peu plus élevé que pour un hébergement mutualisé classique. Avec un hébergement dédié, vous louez un serveur entier. C'est évidemment plus cher, mais vous bénéficiez d'un contrôle total. En revanche, il faut avoir de très bonnes connaissances techniques pour s'en occuper, c'est généralement à vous de gérer la configuration initiale, d'intervenir en cas de problème, de gérer les mises à jour des composants comme PHP, etc. C'est donc généralement réservé à des experts. Il existe une multitude d'offres d'hébergement, comme Hostinger ou Bluehost pour ne citer que les plus connus. Pour la réalisation de notre site, nous vous proposons d'utiliser Hostinger, lien dans la description. Il s'agit du meilleur rapport qualité-prix. C'est une solution d'hébergement WordPress rapide et sécurisée, temps de disponibilité garantie de 99,99%, c'est-à-dire le risque que votre site tombe en panne est presque zéro. Outre le fait qu'il s'agit d'un hébergeur de qualité, les raisons de ce choix sont les suivantes. Avec Hostinger, vous disposez d'un site WordPress en ligne d'une façon très simple et facile. Contrairement à de nombreux hébergeurs, Hostinger vous offre un nom de domaine gratuit d'une valeur de 8,99 €. Si vous le souhaitez, vous pourrez publier 100 sites différents sur le même hébergement. Vous bénéficiez en plus du certificat SSL gratuit d'une valeur de 12 € sur tous vos sites hébergés, avec une base de données illimitée, un email professionnel gratuit par exemple, l'email suivant. Plutôt pratique lorsque vous commencez un nouveau projet. Votre site est rapide, sécurisé et sauvegardé tous les jours. Hostinger repose sur plusieurs data centers partout dans le monde. Il garantit par ailleurs la rapidité de votre site partout où vos utilisateurs y accèdent. Vous bénéficiez d'un support réactif et en français. Hostinger propose une interface de support via chat avec un temps de réponse moyen inférieur à 5 minutes. Dans la suite de notre cours, on va choisir le plan à 2,99 € par mois. Vous pourrez bénéficier de 7% de réduction en utilisant le code promo dans la description. Passons alors à la pratique.
Déployez votre site WordPress. Pour commencer, cliquez sur le lien dans la description en bas de la vidéo. Vous serez redirigé vers la page suivante. Cliquez sur « Commencer ». Vous avez devant vous les différents plans que la plateforme propose. Votre choix va dépendre surtout du nombre de visiteurs que vous pouvez avoir sur votre site. Le plan WordPress Starter est bien suffisant pour commencer. Notez que vous pouvez à tout moment modifier votre plan si besoin. En cliquant sur « Commander », vous serez mené à choisir la période de votre abonnement. Vous pouvez remarquer que le prix diminue en augmentant le nombre de mois de l'hébergement. Très important. Aucun risque avec la garantie de remboursement de 30 jours. On va choisir 48 mois qui est la solution la plus économique. Puis se connecter avec l'une des façons suivantes. Sachez que vous pourrez utiliser ce même compte pour gérer plusieurs projets WordPress. Choisissez votre moyen de paiement, puis utilisez le coupon code dans la description de la vidéo. Celui-là va vous permettre de bénéficier d'une réduction de 7%. Puis validez votre commande en cliquant sur le bouton Payer. Une fois votre hébergement est payé, vous allez recevoir l'email suivant. Cliquez sur le bouton Accéder au panneau pour accéder au panneau. Vous serez mené à choisir un nom de domaine gratuit, j'ai déjà choisi le mien. sphinxtuto.com. Notez que Hostinger vous offre plusieurs choix de domaines comme .fr ou .net etc. Après avoir choisi un nom de domaine, Hostinger va installer WordPress automatiquement sur votre espace avec tous les outils dont vous aurez besoin, puis vous serez redirigé sur l'espace Hostinger suivant. Félicitations, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer à monter votre site et le publier. À partir de cette interface vous avez accès à toutes les fonctionnalités que Hostinger vous offre. L'ajout de la certification SSL ou la création d'emails professionnels par exemple. Vous avez un service chat très réactif à votre disposition. Précisez bien que vous parlez français pour vous mettre en ligne avec un support français. Pour aller sur l'interface WordPress, cliquez sur Tableau de bord, puis sur Modifier le site web. Puis voilà. Welcome to WordPress. En résumé, les principaux critères à prendre en compte pour choisir un hébergeur sont les performances, l'existence de sauvegardes simples à restaurer, la simplicité d'utilisation de l'interface et la qualité du support client. Il est important de choisir un hébergeur adapté à son budget mais aussi à son niveau de compétences techniques. Un bon compromis consiste généralement à choisir un hébergeur managé spécialisé WordPress. Il est aussi possible de travailler sur un site en local, cela nécessite d'installer un logiciel dédié, et le site n'est alors pas accessible en ligne, mais seulement sur la machine utilisée pour le créer. Maintenant que nous avons installé notre site WordPress, je vous propose dans la prochaine partie de faire un tour d'horizon de l'interface de gestion de notre site. Fin du premier chapitre. Quiz. Découvrez WordPress. Vous pouvez mettre la vidéo en pause afin d'avoir le temps de répondre aux questions. Question 1. WordPress est un CMS, Content Management System. Une plateforme de création de blog. Un framework PHP. En effet, si WordPress utilise bien PHP, il ne s'agit pas d'un framework PHP, mais d'un CMS. Par ailleurs, comme nous l'avons vu, WordPress dépasse largement le cadre de la simple création de blog aujourd'hui. Question 2. WordPress est totalement gratuit. C'est un CMS open source. Qu'est-ce que cela veut dire? Attention, plusieurs réponses sont possibles. Que tout le monde peut voir le code source. Que tout le monde peut modifier le code source. WordPress est un CMS open source sous licence GPLv2. C'est le nom d'une licence impliquant en particulier la libre redistribution, l'accès au code source et la création de travaux dérivés. Il est en revanche nécessaire de disposer d'un espace d'hébergement, généralement payant, pour mettre son site WordPress en ligne. Question 3. Quelles sont les principales raisons du succès de WordPress? Attention, plusieurs réponses sont possibles. Son avance technologique. Sa communauté d'utilisateurs. Son aspect open source. Sa flexibilité.
Son marketing. Et oui, le succès de WordPress ne vient pas particulièrement de la technologie utilisée, PHP et MySQL, qui est d'ailleurs vieillissante à l'heure actuelle, ni de ses efforts marketing. C'est le fait que cette solution soit open source et ait réussi à agréger une communauté enthousiaste et très active qui en a fait la solution numéro 1 pour créer des sites web aujourd'hui. Question 4. Parmi les propositions ci-dessous, lesquelles sont des URL? Attention, plusieurs réponses sont possibles. Une URL est composée d'un protocole, par exemple https://, d'un nom de domaine et optionnellement, d'un chemin d'accès à un contenu spécifique et de variables. Domaine.com est le nom de domaine, et www est un sous-domaine. Question 5. Quel est le composant de base de Gutenberg, le nouvel éditeur WordPress? Les plugins, ou extensions? Les widgets? Les blocs? Gutenberg repose sur le concept de bloc. C'est un peu une version très améliorée des widgets, destinés à être universels, c'est-à-dire pouvant être utilisés dans les zones de contenu, pages, articles, mais aussi dans les barres latérales, le header, le footer, etc. Question 6. Un plugin, ou extension, est un design de site WordPress. Une déclinaison de WordPress. Une fonctionnalité WordPress. Un plugin permet d'ajouter une fonctionnalité à son site WordPress. Cette fonctionnalité peut se traduire en bloc de contenu pouvant être ajouté à la page via différents moyens, bloc Gutenberg, widget, shortcode, etc., mais pas forcément. Certains plugins n'ont pas d'interface du tout. Question 7. Je dois mettre en ligne un site WordPress, quels éléments me sont indispensables? Attention, plusieurs réponses sont possibles. Un hébergement PHP. Un nom de domaine. Une base MySQL. Et oui, WordPress.com est un hébergeur WordPress permettant de créer gratuitement un blog limité, mais en aucun cas, il n'est obligatoire de s'y inscrire pour créer un site WordPress. Attention, le nom de domaine est quant à lui optionnel car on peut accéder à un serveur directement par son adresse IP, mais cela n'est évidemment pas commun. Question 8. Quel est le site officiel de WordPress? WordPress.fr. WordPress.com. WordPress.org. Oui, cela prête à confusion mais le site officiel de WordPress est bien WordPress.org. WordPress.com est un site commercial proposant l'hébergement de sites reposant sur le CMS WordPress. Connectez-vous au dashboard WordPress et créez votre premier article. Dans la partie précédente, vous avez découvert ce qu'était WordPress et vous avez déployé votre site WordPress. Dans cette partie, nous allons découvrir l'interface d'administration de WordPress. Important. Les plus pressés délégueront la rédaction de leurs articles auprès d'un rédacteur web. Ce métier, de plus en plus recherché, permet aux entrepreneurs du web d'avoir un contenu de qualité sur leur site. Si vous souhaitez apprendre plus sur ce métier, la vidéo suivante saura vous guider. Continuons. Afin de rendre la suite du cours plus vivante, nous allons travailler sur un cas concret. Nous allons créer un site de promotion de création de site web. Nous allons donc créer ensemble le site sphinxtuto.com, lien dans la description. Ça tombe bien, car je suis un web designer situé à Bordeaux et je souhaite lancer l'agence Sphinx Design pour promouvoir mon activité. Le site sera un site vitrine qui va permettre aux internautes de découvrir mon produit et pouvoir me contacter, pour poser des questions par exemple, ou pour demander un devis. Avant de commencer à créer notre premier article. Si vous vous mettez sur l'URL de votre site, dans mon cas sphinx.com, vous allez remarquer que WordPress a généré automatiquement une page d'accueil par défaut pour commencer. Vous pouvez savoir si vous êtes connecté ou non en regardant en haut de la page du site. Si vous voyez une barre noire en haut de page proposant des options d'administration, comme modifier la page ou personnaliser, c'est que vous êtes bien connecté. Depuis l'admin bar, il suffit de survoler le nom du site à gauche et de cliquer sur Dashboard pour accéder à l'interface d'administration WordPress. Une fois dans le dashboard WordPress, vous avez accès au menu d'administration de WordPress, à gauche en noir. Ce menu peut sembler rébarbatif, d'autant plus qu'il est en anglais. Pas d'inquiétude, nous allons très bientôt le passer en français, et vous verrez qu'il est plutôt intuitif et pratique à l'usage.
Comme vous l'avez certainement remarqué, l'interface de WordPress est en anglais. Il est évidemment possible de la passer en français, et nous n'allons donc pas nous en priver. Remarque, WordPress est disponible en 65 langues grâce à la communauté. N'hésitez pas à contribuer aux traductions de WordPress ou de ses composants sur frwordpress.org/team. Comme la plupart des options générales de WordPress, le choix de la langue se fait dans la rubrique Settings générales. Faites défiler un peu la page et vous verrez une ligne Language avec un menu déroulant. Cliquez dessus, sélectionnez la langue souhaitée et enregistrez les réglages grâce au bouton bleu en bas de page. Ça y est, votre interface d'administration est en français. On se sent tout de suite plus à l'aise. Remarque, gardez bien ce bouton bleu en tête. Il est présent sur toutes les pages d'administration WordPress classiques, parfois dans la colonne de droite plutôt qu'en bas de page. Vous perdrez vos modifications si vous oubliez de l'utiliser. Créez votre premier article. Comme vous l'avez certainement remarqué, la page d'accueil de votre site est configurée par défaut en mode blog. C'est-à-dire qu'elle liste les contenus de type article. WordPress propose par défaut deux types de contenus qui sont les articles et les pages. La différence entre les deux réside dans la temporalité de la publication et dans la façon d'y accéder. Un article est généralement un contenu d'actualité, daté, et qui prend sa plus grande valeur au moment de sa publication. On y accède généralement via une page listant les articles triés de façon antéchronologique, les derniers articles publiés en premier, et non via un lien dédié dans le menu de navigation. Bref, c'est ce qui constitue ce que l'on appelle un blog. Une page est un contenu statique, généralement non daté et ayant une valeur constante dans le temps. On s'en sert en général pour présenter une société, page à propos, un service, page nos services, des informations et fonctionnalités de contact, page contact, et on y accède généralement via un menu de navigation, dans l'entête ou le pied de page du site. WordPress permet aussi de créer des types de contenus personnalisés. On parlera de ça dans la suite de ce cours. Pour commencer à vous familiariser avec l'administration, nous allons commencer par créer un article. Cela permettra d'avoir un premier résultat visible sur notre site. Cliquez sur Article. Puis cliquez Ajouter. Saisissez un titre dans la première zone de contenu en haut. Entrez un peu de contenu dans les zones de contenu suivantes. Vous remarquerez que, lorsque vous cliquez sur une zone de contenu, le contenu de la barre à droite change et propose des informations et options contextuelles. Vous pouvez revenir à l'affichage des options générales de l'article en cliquant sur l'onglet Documents en haut de cette barre. Nous utilisons ici Gutenberg, le nouvel éditeur WordPress qui repose sur le concept de bloc pour permettre des mises en page complexes et simplifier l'ajout de contenu dynamique. Cliquez justement sur l'onglet Documents et ajoutez une catégorie à votre article dans le bloc Catégorie. Pour cela, cliquez Ajouter une catégorie, entrez le nom de la catégorie souhaitée, nous allons mettre Divers, vous verrez pourquoi par la suite, et tapez Entrée. WordPress propose par défaut deux façons de trier ses articles. Les catégories, qui ont une hiérarchie, on peut créer des sous-catégories, et qu'il faut choisir soigneusement pour refléter de façon pertinente les sujets traités dans le blog et pour optimiser son référencement naturel. On attribue généralement qu'une catégorie, ou sous-catégorie, par article, et on essaie de ne pas multiplier le nombre de catégories proposées au total. Par exemple, un article de recette de tarte banane chocolat aura la catégorie tarte, fille de la catégorie dessert, elle-même fille de la catégorie recette. Les tags, qui n'ont pas de hiérarchie et que l'on peut attribuer en masse à chaque article. Leur objectif est d'identifier les sujets importants traités dans l'article et récurrents sur le blog. Si nous reprenons l'exemple de notre recette de tarte banane chocolat, on pourra par exemple lui attribuer les tags banane, chocolat et tarte. Cliquez maintenant sur l'icône « Plus » située en haut à gauche de la page. Cette icône permet d'ajouter un nouveau bloc à notre contenu. Sélectionnez le type de bloc image. Un bloc image est ainsi ajouté en dernière position de votre contenu. Cliquez sur « Téléverser » pour téléverser une image depuis votre ordinateur. Vous pouvez télécharger des images gratuitement du site Pixabay ou Unsplash. Les liens dans la description. Vous pouvez déplacer les blocs en grâce à l'icône présentant 6 petits points apparaissant au survol d'un bloc, ou de façon séquentielle, en cliquant sur les flèches haut et bas encadrant cette icône. Cliquez sur le bouton « Publish » bleu en haut à droite pour publier votre article. WordPress offre la possibilité
De sauvegarder les contenus en brouillon. Cela signifie que l'article sera enregistré, mais n'apparaîtra pas sur le site pour les visiteurs. De prévisualiser le contenu. Cela permet de voir le contenu tel qu'il sera affiché sur le site sans avoir à le publier. De dépublier un article. Cela permet, si l'on a publié un article par erreur ou que l'on ne veut finalement plus qu'il soit accessible, de ne plus l'afficher sur le site et de le conserver en brouillon. La publication de contenu dans WordPress. Vous aurez peut-être remarqué qu'il y a de nombreuses options en haut de la barre de droite. Vous pouvez modifier la visibilité, permet de rendre l'article public, privé, accessible seulement aux utilisateurs connectés, ou de le protéger par mot de passe, très pratique si vous souhaitez, par exemple, faire valider une nouvelle page par un client sans qu'elle soit accessible au public. Définir une date de publication, permet de planifier la date à laquelle l'article sera publié, ce qui est très pratique si vous souhaitez conserver un rythme de publication régulier pendant vos vacances. Épingler l'article, pour faire en sorte que l'article soit épinglé en tête de liste, même si des articles ont été publiés plus récemment. Vous pouvez maintenant retourner sur la page d'accueil de votre site en survolant le nom du site en haut à gauche et en cliquant sur « Visiter le site » avec CTRL ou CMD appuyé, afin d'ouvrir le site dans un nouvel onglet. Et voilà, votre article est bien visible en première position. Vous avez publié votre premier article WordPress. Maintenant que nous avons publié notre premier contenu, je vous propose de faire un tour des paramètres de configuration de notre site. Paramétrer les options de votre site WordPress. Maintenant que nous avons écrit notre premier article, nous allons voir dans ce chapitre comment régler quelques paramètres importants de notre site. C'est parti! Changez le titre et le slogan de votre site. Titre du site. Le nom donné à votre site WordPress lors de la création a été directement appliqué au site créé, mais il est préférable de choisir un titre un peu plus accrocheur. En effet, le titre du site est celui qui va apparaître dans les résultats de recherche Google. C'est un facteur majeur d'optimisation du référencement naturel, aussi appelé SEO pour Search Engine Optimization, de la page. Comme pour le changement de la langue, on clique sur Réglages puis Général. Remplissez ce champ avec un titre un peu plus accrocheur et contenant les mots-clés pertinents pour votre activité. Pour notre exemple, nous allons choisir le titre « Agence WordPress Sphinx Design ». Slogan du site. Le slogan est lui aussi visible dans les résultats de recherche et essentiel pour le SEO. Nous allons choisir « Création de site WordPress de qualité ». Vous pouvez maintenant visiter votre site, toujours en survolant le nom dans la top bar et en cliquant sur « Aller sur le site ». Au survol de l'onglet du navigateur, vous verrez le titre et le slogan du site. Comme vous avez dû le voir, il y a de nombreuses autres options dans cette page. Passons-les rapidement en revue. Adresse web de WordPress et adresse web du site. Attention, zone à risque. Il ne faut surtout pas modifier ces champs, au risque de casser le site. Ils ne servent qu'à des utilisateurs avancés lors d'un changement de nom de domaine. Les autres options de la page de réglages généraux. Adresse de messagerie. Comme indiqué, c'est l'adresse à laquelle seront envoyées toutes les notifications. Pas la peine d'y toucher, à moins qu'elle ne soit pas celle souhaitée. Inscription. Vous pouvez laisser aux utilisateurs la possibilité de s'inscrire sur votre site. Cela n'a pas d'intérêt dans le cadre d'un site vitrine, et nous laissons donc cette case décochée. Rôle par défaut de tout nouvel utilisateur. Cela n'a d'intérêt que si vous laissez les visiteurs s'inscrire sur le site, nous n'y touchons donc pas. Les autres options sont assez évidentes et vous pouvez les modifier. Modifier la catégorie par défaut de vos articles. Écriture. Cliquez sur « Écriture » en dessous de la sous-rubrique « Générale » de la rubrique « Réglages ». Seul le premier champ nous intéresse. En effet, nous n'avons pas envie que les articles soient catégorisés non catégorisés par défaut. Cliquez sur le champ et sélectionnez la catégorie « Divers » créée précédemment. C'est déjà mieux. Cachez le site au moteur de recherche pour le temps des développements. Lecture. Cliquez ensuite sur « Lecture » dans le menu du dashboard. La première section permet de paramétrer ce qui est affiché lorsque l'on se rend sur la page d'accueil du site. Pour l'instant, nous avons vu que la page d'accueil affiche la liste des articles. Mais nous ne voulons pas créer un blog et souhaitons donc que la page d'accueil affiche une page personnalisée. Nous allons nous y atteler dans le prochain chapitre,
mais avant cela, finissons de paramétrer les réglages généraux du site. Une autre option intéressante sur cette page est l'option « Demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site ». Cela est pratique pour éviter que des visiteurs puissent tomber sur le site dans des résultats de recherche Google alors qu'il n'est pas encore fini. Nous allons tout de même cocher cette case, car c'est une bonne habitude à prendre lorsque l'on commence à travailler sur un site. Attention, il est très important, mais vraiment très important, de ne pas oublier de décocher cette case lors de la mise en ligne du site. Cela empêcherait celui de votre client d'être référencé sur les moteurs de recherche. Configurer les paramètres de commentaires. Discussion. Les paramètres de discussion vous permettent de décider si les visiteurs peuvent laisser des commentaires sur vos pages et articles. Cela ne nous semble pas nécessaire, donc nous allons décocher la case « Autoriser les lecteurs à publier des commentaires sur les nouveaux articles ». Permalien. Un permalien est une URL permanente, c'est-à-dire l'URL principale par laquelle accéder à un contenu donné. Les paramètres de permalien vont donc vous permettre de définir comment sont construites les URL de vos contenus. Nous pouvons laisser l'option « Date et titre » cochée. Il faut en revanche éviter de garder l'option « Simple » si elle est cochée par défaut. Il est important d'avoir le titre de l'article dans l'URL pour optimiser le référencement naturel. En résumé, il est important de bien paramétrer son site avant de commencer à travailler. Les paramètres principaux sont le titre, la langue, le choix de la page d'accueil, la structure des liens, permalien, la gestion des commentaires, l'accès au moteur de recherche et l'adresse email par défaut. Ça y est, nous avons fait le tour des principaux réglages de notre site WordPress. Ce n'est pas la partie la plus sexy de la création d'un site, mais il est important de connaître ces options et de bien les paramétrer avant de commencer à travailler. Nous allons maintenant pouvoir créer notre page d'accueil. Mettez en place une page d'accueil personnalisée et créez votre menu de navigation. Vous avez réglé les paramètres de votre site. Il est temps de nous attaquer à la page d'accueil. Créez votre page d'accueil et votre page de blog. Avant de configurer votre page d'accueil, il faut tout d'abord en créer une. Pour cela, on se rend tout simplement dans « Page », puis on clique sur « Ajouter ». Saisissez un titre de la page. Pour ma page j'ai choisi « Sphinx WordPress Design » comme titre de page, et saisissez du texte dans la zone de contenu, histoire qu'elle ne soit pas vide. Il ne reste plus qu'à cliquer sur « Publier » pour créer la page. Voilà le résultat. Répétons la manipulation pour créer une page qu'on va appeler blog. Ne mettez en revanche aucun contenu. La page affichera en effet la liste des articles publiés sur le site, et la zone de contenu ne sera donc pas utilisée. Configurez votre page d'accueil et votre page de blog. Maintenant que nos pages sont publiées, rendez-vous dans Réglages, puis cliquez sur Lecture pour les configurer en page d'accueil et de blog. En face de la page d'accueil affiche, sélectionnez une page statique. Choisissez Sphinx WordPress Design pour la page d'accueil et blog pour la page des articles. Allons sur notre site pour voir ce que ces changements donnent. Comme prévu, la page d'accueil affiche bien le contenu que nous avons inséré dans la page d'accueil. En revanche, impossible d'accéder à la page du blog à partir de la page d'accueil. Il faut en effet maintenant créer un menu de navigation pour pouvoir accéder aux différentes pages du site. C'est ce que nous allons faire alors. Créez votre menu de navigation. Dans WordPress, les menus sont gérés dans « Apparences puis Menu ». Si vous ne voyez pas le choix menu dans vos apparences, ça sera à cause du thème par default que WordPress a activé pour vous. Ne vous inquiétez pas, dans la suite du cours, on va parler des thèmes plus en profondeur. Dans mon cas j'utilise le thème 2022, qui est le thème WordPress par défaut au moment où j'enregistre cette vidéo. Pour activer un thème, cliquez sur Thème dans Apparences. Je vais choisir le thème 2021. Voilà, on peut voir maintenant le menu dans Apparences. Un site WordPress peut avoir différents emplacements de menus, menu principal, menu supérieur, menu de pied de page, etc. Ces emplacements dépendent du thème choisi. Le thème que j'ai activé propose deux emplacements. Créez un menu nommé « Principal ». Sélectionnez l'emplacement « Supérieur ».
Cliquez ensuite sur « Page » dans la colonne de gauche. Sélectionnez nos deux pages, Blog et Sphinx WordPress Design, puis cliquez « Ajouter au menu ». Les pages apparaissent maintenant dans la structure du menu et vous pouvez les réorganiser en « Glisser-déposer » pour changer l'ordre, faire glisser vers le haut ou vers le bas, ou la hiérarchie, faire glisser vers la gauche ou vers la droite. Sur la majorité des pages d'administration WordPress, vous pouvez remarquer un onglet « Options d'écran » en haut à droite. Cet onglet permet d'activer des options sur la page, comme ici la possibilité d'ouvrir un item de menu dans un nouvel onglet, d'ajouter une classe. N'hésitez donc pas à explorer cet onglet sur les différentes pages d'administration pour découvrir les options proposées. Cliquez sur l'indispensable bouton bleu « Enregistrer le menu » et visitez à nouveau votre site. Le menu est bien visible en bas de page. Nous avons mis en place la structure de notre site. En revanche, son apparence n'est pas franchement sympathique. Mais pas d'inquiétude, nous allons voir dans le chapitre suivant comment personnaliser l'apparence de notre site. Personnaliser l'apparence du site grâce au Customizer. Accédez au Customizer et ajoutez votre logo. Pour modifier l'apparence de son site WordPress, il y a depuis quelques années un outil très pratique, le Customizer. Pour l'utiliser, rendez-vous dans « Apparence », puis cliquez sur « Personnaliser ». La page se compose de deux sections, une colonne de gauche présentant les différentes options modifiables, et une zone de prévisualisation à droite permettant aussi de modifier directement certains éléments en cliquant sur l'icône crayon suivante. Ajoutez votre logo. Cliquez sur « Identité du site » dans la colonne de gauche. Cliquez sur « Sélectionner un logo » et sélectionnez une image sur votre poste de travail. Ajoutez un favicon. Le favicon est la petite icône visible dans l'onglet de votre navigateur à gauche du nom de la page courante. Il est important de la personnaliser pour permettre aux utilisateurs de facilement identifier votre site parmi les onglets ouverts. WordPress permet de la personnaliser facilement, ainsi que les icônes de favoris qui apparaîtront sur mobile, etc., depuis le Customizer. Pour cela, cliquez sur « Sélectionner une image » et sélectionnez une image sur votre poste de travail. Comme indiqué, cette image devrait idéalement faire 512 px sur 512 px. Les images que j'utilise dans ce cours sont éditées sur Canva. Vous pouvez l'utiliser gratuitement pendant 30 jours en cliquant sur le lien dans la description. C'est suffisant pour pouvoir créer votre site. Pour apprendre à personnaliser la taille d'une image sur Canva, regardez la vidéo suivante. Continuons. Préférez une image très simple sur fond transparent pour qu'elle soit lisible lorsqu'elle est affichée en très petit dans l'onglet. Vous avez sûrement remarqué que vous pouvez aussi changer le titre et le slogan du site dans cette même zone. En effet, de nombreuses fonctionnalités du dashboard WordPress sont aussi paramétrables depuis le Customizer. Vous pouvez donc utiliser l'une ou l'autre des interfaces en fonction de ce que vous préférez. Modifiez les options d'apparence du thème. Pour revenir à la liste des options, cliquez sur la petite flèche pointant à gauche à côté de l'identité du site. Nous allons maintenant nous attaquer aux options du Customizer qui sont liées au thème WordPress installé. Comme nous l'avons vu précédemment, le thème actuellement utilisé est le thème 2021. Nous verrons plus tard que, lorsque nous changerons de thème, les options décrites ci-dessous seront remplacées par des options bien plus complètes pour personnaliser l'apparence du thème. Couleur. Pour commencer, cliquez sur « Couleur » dans la colonne de gauche. Vous aurez le choix dépendamment du thème choisi, entre différents jeux de couleurs, clair, foncé et personnalisé. Cliquez sur le bouton radio, prise en charge et vous constaterez qu'un bouton est ajouté pour switcher entre les deux modes, sombre et clair. L'arrière-plan de votre site passe instantanément de clair en sombre. Options du thème. Revenez à la liste des options en cliquant sur la flèche de gauche en haut de la colonne. Le reste des options proposées ici dépendent du thème utilisé. Comme évoqué, nous allons changer de thème dans la suite du cours, il n'y a donc pas lieu de s'attarder sur ces options. N'hésitez cependant pas à jouer avec. En résumé, l'apparence générale du site, logo, favicon, couleur, mise en page, se personnalise grâce au Customizer dont le menu Apparence, puis Personnaliser. Le Customizer permet de prévisualiser instantanément les modifications effectuées. Certaines options sont communes quel que soit le thème choisi, d'autres dépendent de ce dernier. Voilà,
nous avons fini notre tour d'horizon de l'interface d'administration WordPress. Nous allons maintenant pouvoir nous lancer dans notre projet de site. Fin du deuxième chapitre. Quiz. Prenez en main l'administration WordPress. Vous pouvez mettre la vidéo en pause afin d'avoir le temps de répondre aux questions. Question 1. Quelle différence entre une page et un article est vraie? Les pages sont plus importantes que les articles. Les articles disparaissent après un certain temps, contrairement aux pages. La date de publication d'un article est importante, contrairement à celle d'une page. En effet, il n'y a pas de différence d'importance entre une page et un article, tout dépend du type de site que l'on construit. Les articles ne sont par ailleurs pas supprimés après un certain temps, ils sont seulement moins facilement accessibles, car repoussés en fin de liste par les plus récents. La différence principale est donc simplement liée à la temporalité de ces contenus. Les pages ont une valeur égale dans le temps et sont généralement accessibles directement via un menu. Les articles ont le plus de valeur au moment de leur publication et sont en général accessibles via une liste d'articles, c'est-à-dire un blog. Question 2. Quelle est la différence entre une catégorie et un tag? Les catégories apparaissent dans le menu, pas les tags. Les catégories ont une hiérarchie, catégorie, sous-catégorie, à la différence des tags. Les catégories permettent d'organiser les articles, pas les tags. En effet, les catégories comme les tags permettent d'organiser les articles. Les catégories n'apparaissent pas dans le menu si on ne les y met pas. Par ailleurs, rien n'empêcherait de mettre des tags dans le menu, même si c'est moins courant. On peut bien sûr attribuer plusieurs catégories par article, dont une principale, même s'il faut éviter de trop en accumuler, et que l'on recommande généralement de n'en attribuer qu'une. En revanche, seules les catégories ont une hiérarchie, les tags sont tous au même niveau. Question 3. Je viens de créer une nouvelle page pour le caviste bordelais. J'aimerais à présent la définir comme page d'accueil. Où dois-je me rendre pour effectuer cette configuration? Réglage général. Réglage lecture. Réglage écriture. Et oui, la page réglage lecture est une des pages les plus importantes des réglages WordPress pour cela. Question 4. J'ai créé plusieurs pages pour le site Le Caviste Bordelais et souhaite maintenant construire un menu pour en faciliter l'accès. Où dois-je me rendre pour faire cela? Attention, plusieurs réponses sont possibles. Réglage menu. Apparence menu. Apparence personnalisée menu. WordPress propose en effet plusieurs façons de créer et de modifier son menu. Soit depuis le dashboard classique via Apparence menu, soit via le customiser dans Apparence personnalisée menu. Question 5. Pourquoi est-il si important de bien définir le titre du site dans Réglage général? Attention, plusieurs réponses sont possibles. C'est le titre qui va apparaître sur la page d'accueil. C'est le titre qui va apparaître dans les résultats de recherche Google. C'est un paramètre important pour le référencement naturel du site. Le titre et le slogan du site définis dans Réglage général sont utilisés par défaut pour la balise Meta Title du site, qui est un des principaux leviers de référencement naturel d'une page, et qui est par ailleurs affiché dans les résultats de recherche. Autant dire qu'il faut soigner le contenu de ces champs. Question 6. Les paramètres de personnalisation proposés dans le customiser, apparence personnalisée, dépendent principalement du thème utilisé, des plugins, des contenus créés sur le site. C'est le thème choisi qui va influer le plus sur les options offertes par le customiser. Nous avons ainsi vu que 2017, installé par défaut dans ce cours, offrait peu d'options. Nous allons bientôt découvrir des thèmes offrant un contrôle bien plus avancé sur l'apparence de son site. Question 7. À quoi sert l'onglet « Options d'écran » dans le dashboard WordPress? Attention, plusieurs réponses sont possibles. Personnaliser l'apparence du dashboard WordPress. À choisir quel champ faire apparaître dans les pages du dashboard WordPress. À définir des paramètres comme le nombre de contenus listés dans les pages d'administration. L'onglet Options d'écran permet en effet de faire apparaître certains champs avancés comme le champ Classe CSS dans la page d'administration du menu, mais aussi de définir le nombre d'articles ou de pages à lister dans Articles et Pages.